Ok. Ah, je dis aux gens de rester à la suite. Voyons voir. Je crois que le stream est lancé. Je vais vérifier aussi moi là sur mon tel. L'enchaînement est ok. Alors, est-ce que ça Est-ce que fonctionne? les gens vous nous entendez? C'est le plus important. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que mon son, des fois, c'est particulier. Ah, on a enchaînement excellent ici. Ah, Ah, donc niveau technique, l'enchaînement c'est parfait. Est-ce qu'on entend bien Flo? ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je vais encore On essayer nous entend? de régler, mais... Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. 5 sur 5 le son. Oh bah écoutez, Et c'est parfait. Une C'est technique au nickel. poil. C'est nickel. Si ça Qu'est-ce que sature tu ou vas nous quoi, faire, Flo? je vais parler un petit peu des infos autour des luttes et surtout autour de la mobilisation contre la réforme des retraites, du coup. Ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui se prévoit dans les prochains jours, que ce soit du côté des raffineurs, du côté des étudiants, etc. Ok. D'ailleurs, je vais Bah pouvoir écoute, mettre on ma va te cam. laisser, ça va être un sacré programme. Bah, si Yofi, je jamais... pense qu'elle va aller manger et moi je vais retourner écrire le burger quiz de ce soir parce qu'il n'est pas fini. Honte à moi, je suis en retard. Exactement, je vais bah, mettre de la nourriture dans mon petit corps. Bon stream. bon courage. Ciao. Merci. Bisous. Bisous. Tchuss. Alors oui, donc comme je le disais, on va surtout parler d'actualité des luttes dans ce stream. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé un petit peu ces derniers jours et surtout parler de ce qui se prévoit dans les prochains jours, en particulier autour de la date du 31, donc la prochaine grande journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Attendez, je vérifie juste 2-3 petits trucs en même temps, hein. N'hésitez pas à donner votre avis sur la qualité du stream. Je peux faire quelques petits réglages si besoin. Alors, je vais commencer par aller du coup sur Twitter, tout simplement. Bon, alors je suis sur le Twitter de Peuple Révolté, est-ce qu'on a fait quelques listes, etc. Bien mieux que sur Discord. Bon, ben c'est top. Il y a le titre à changer. Ah, ça c'est pas moi qui m'en occupe. S'il y a quelqu'un qui peut changer le titre du coup et mettre le bon titre. Et salut tout le monde en tout cas. Du coup, on va revenir sur ce qui se passe là ces derniers jours, les marches au flambeau, sur les futures mobilisations étudiantes, sur les AG interlycéennes, en particulier en Île-de-France, et les interfacs, sur la mobilisation du 31. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Après, on ira regarder quelques petites vidéos tout simplement sur YouTube. Des vidéos à la fois sur la grève de 95, sur l'histoire de la pratique de la grève, sur le Black Bloc, et peut-être qu'on regardera une vidéo que j'avais fait pour Peuple Révolté il y a quelques mois sur la grève générale, qui est une vidéo de vulgarisation et où je parle un petit peu aussi de l'histoire de la grève générale à travers le monde et aussi en France. Donc on va commencer par parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours. Déjà, on peut parler des marches au flambeau qui ont lieu depuis le début de la semaine. Il y en a eu quelques-unes avant le 19, mais maintenant ça commence à s'accélérer. Il y a de plus en plus de petites mobilisations comme ça qui viennent s'ajouter entre les grandes dates de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Donc là, par exemple, sur Peuple Révolté, nous, on avait publié une liste non exhaustive, du coup, des marches au flambeau. Donc, c'est pas une liste complète. Par exemple, je sais que ce soir, il y en a une au Réformé à Marseille, mais je ne saurais plus vous dire l'heure, malheureusement. Mais voilà, il y en a eu pas mal hier soir. On va regarder un petit peu des vidéos, etc., des marches au flambeau qu'on a relayées, nous, sur Twitter. Alors, attendez que je vous retrouve ça. On regardera aussi l'appel des étudiants, etc. Alors, des marches au flambeau, déjà avant-hier, il y en a eu une par exemple à Rouen. Je vous mets pas le son parce que de toute façon la qualité va pas être folle et ça sert à rien de les mettre en grand, c'est sur Twitter, etc. Oui, on va en parler aussi de l'électricité en accès libre, etc. Justement, de la CGT, de la CGT Énergie, etc. FNME, je crois, Fédération Nationale des Mines et Énergie. Donc on va en parler, vous inquiétez pas. Alors, du coup,
Par exemple, des marches au flambeau, il y en a eu une avant-hier à Rouen. Ensuite, hier soir, il y en a eu beaucoup. Je les ai pas toutes relayées sur Peuple Révolté, mais on peut voir qu'il y en a eu du coup au Havre, qu'il y en a eu aussi à Avignon, à Paris, à Nancy, à Dijon, à Lille. Si vous voulez, on peut regarder un peu plus en détail les vidéos, mais pour l'instant, n'hésitez pas si vous voulez voir plus en détail, mais pour l'instant, je les laisse juste comme ça, parce qu'on sait que la qualité de Twitter, c'est jamais foufou. Du coup, à Clermont, et puis voilà, on avait fait une petite publication pour dire qu'il y avait des marches au flambeau depuis quelques jours en attendant la mobilisation du 31. Donc il y a ça d'un côté. Effectivement, c'est pas la seule mobilisation. Bientôt les fourches et les piquets. Peut-être pas encore. Hein. Pour l'instant, les piquets sont plantés dans les merguez. Hein. Après, on sait jamais. Du coup, ça on pourra en parler après. Il y a une manif contre la loi anti-squat, la loi Kasbarian, demain à Paris. On pourra en parler un petit peu en aparté si vous voulez. Salut tout le monde, salut Mano. Alors, du coup, on va regarder cette petite vidéo. Alors, je suis désolé pour la qualité. J'espère que vous allez bien l'entendre. Si vous entendez mal, dites-le moi. On va se la mettre au début. Et donc, c'est une vidéo, tout simplement, du secrétaire national de la Fédération des mines et énergies, du coup, de la CGT, qui parle de l'action qu'ils ont menée tout au long de la journée d'hier et qui se poursuit aujourd'hui et dans les prochains jours. Des actions à la fois de baisse de production de l'électricité, mais aussi des actions d'énergie gratuite, donc électricité et gaz pour des hôpitaux, etc. Alors, attendez, je vous mets ça. Alors, le bilan, c'est... Et vous me dites si le son, c'est bon. Je peux vraiment vous donner en direct, parce qu'on n'a pas communiqué sur le sujet. J'attendais justement de venir sur ce plateau pour expliquer ce que les Robins des Bois de l'énergie, au service de l'intérêt général, ont réalisé toute cette journée. Donc, si vous me le permettez, au-delà des baisses de production d'électricité qui ont empêché les échanges commerciaux dans la journée de ce 26 janvier. Alors déjà, oui, effectivement, ils en parlent. Il y a eu des baisses de production. C'est-à-dire qu'ils réduisent la production d'électricité sur une ou plusieurs lignes, entre guillemets. Bon, j'essaye de simplifier le truc, pour effectivement empêcher certains échanges commerciaux, etc. et mettre en difficulté parfois certaines grosses entreprises, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier truc basique. Ça a déjà été fait plein de fois par la CGT Énergie par le passé, des baisses de production. On sait que ça fait rager énormément l'exécutif et en particulier le gouvernement. On sait que la bourgeoisie n'aime pas trop ça non plus, mais c'est quelque chose qui est relativement courant. Et même si l'exécutif essaye de faire croire que c'est quelque chose de nouveau et qu'il faut surtout empêcher, c'est quelque chose qui s'est déjà fait par le passé. Et ensuite, le plus intéressant vient après. Nous avons donc, après décision dans l'Assemblée générale collectivement, mené plusieurs actions, notamment dans la région parisienne, à Lille, à Nantes, à Lyon, à Nice, Marseille, Saint-Nazaire et sur tout le territoire. Alors le bilan, c'est plusieurs hôpitaux ou cliniques, des patinoires, des piscines municipales, des centres sportifs publics, des associations d'intérêt public, des bibliothèques, des collèges, des lycées, des crèches, des chauffages collectifs d'universités, des HLM, des éclairages publics de petites et moyennes communes, des logements sociaux placés en gratuité d'électricité ou de gaz, des petits commerces et artisans, boulangers ou autres, ou des petites entreprises placées en tarifs réduits, le rétablissement des usagers coupés en électricité ou en gaz, malgré la trêve hivernale, par les fournisseurs peu scrupuleux qui maquillent les coupures par des résiliations de contrats frauduleux.
Alors ça, c'est une chose qui est super intéressante, c'est qu'ils ont mis effectivement en gratuité d'électricité ou de gaz, et parfois les deux, des gens qui tout simplement se retrouvent, et ils ont rétabli même l'électricité à des gens qui se retrouvaient avec des coupures, parce que ça a beau être la trêve hivernale, etc., il y a quand même des gens qui ont des coupures d'électricité ou de gaz à cause des impayés, etc. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est vraiment un truc super intéressant, tout comme la mise en gratuité de l'électricité pour les hôpitaux, les cliniques, les lycées, les collèges. Ils l'ont fait un peu partout en France, comme le dit justement le secrétaire national de la FNME CGT. Donc c'est la CGT Énergie en gros pour simplifier. Et je trouve que c'est personnellement un truc super intéressant. N'hésitez pas dans le chat à dire ce que vous pensez de ce type d'action. Ils ont aussi reparlé ces derniers jours de pourquoi pas continuer à faire des coupures d'électricité au niveau des permanences, en particulier des députés favorables à la réforme des retraites, que ça soit Renaissance ou LR, donc Renaissance ex-LREM. Et autrement, il y a Martinez qui a laissé entendre qu'ils allaient peut-être couper l'électricité à des milliardaires, et ça nous fait penser à nos chers Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, qui se gavent toute l'année et qui mériteraient bien une petite journée sans courant. Et de toute façon, je pense que s'ils n'ont pas de courant, ils vont prendre leur petit jet privé et aller faire un petit tour au Maroc ou je ne sais où dans la journée. Mais en tout cas, je trouve personnellement que c'est une super action et que ce type d'action doit se répéter, et pas que dans le secteur de l'énergie, que ça soit les actions. C'est un petit peu compliqué, malheureusement, on sait, pour les syndicats, d'en arriver à des actions de sabotage, etc., ou à ce type d'action-là. Ça peut être répréhensible, c'est risqué pour eux, donc il faut absolument les soutenir sur ce type d'action. Très bonne idée, ce type d'action, de rendre gratuit l'élec et le gaz, qui je pense va entraîner un retour positif de l'opinion. Déjà, l'opinion, on l'a bien vu dans les sondages de ces derniers jours, l'opinion autour du mouvement contre la réforme des retraites est de plus en plus favorable. Donc ça, c'est super intéressant. Mais que risque-t-il ? Justement, c'est illégal. Du coup, il risque clairement des poursuites judiciaires. Alors, à quelle hauteur de peine, etc., je ne sais pas, mais il risque des poursuites. Je sais qu'il risque moins de poursuites, par contre, que par exemple si les contrôleurs de la SNCF ou de la RATP décidaient de faire des actions train ou métro gratuits, et là, par contre, ils risqueraient énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne le font pas, et ça leur est parfois reproché de ne pas plutôt faire des actions train gratuits, métro gratuits, etc., plutôt que des actions de blocage, enfin de grève, etc., qui seront vues par une partie de l'opinion publique comme des prises d'otages, alors que c'est simplement de la lutte pour nos droits ou pour des acquis sociaux. Peine maximale après un procès de 15 minutes. Ça dépend des juges, etc. Mais c'est clairement possible qu'ils prennent très très cher par rapport à ce type d'action. Surtout quand on voit que plusieurs ministres, etc., encouragent tout simplement à ce qu'il y ait des plaintes qui soient déposées contre les personnes qui effectuent ce type d'action. L'anti-stream a des potes ou quoi ? Mais il n'y a pas que l'anti-stream qui est cagoulé. Est-ce que je serai en manif le 31 ? Je ne sais pas, parce que je n'habite pas en région parisienne, je ne dirai pas où j'habite précisément, et que c'est très compliqué de se rendre en région parisienne, que la ville la plus proche c'est Nantes, et que Nantes c'est un petit peu particulier les manifs syndicales ces derniers temps, dans le sens où souvent c'est très très calme. Mais voilà, je ne sais pas encore si je serai en manif mardi, sinon je ferai ce que je fais habituellement sur Peuple Révolté, et que ça soit Mano ou d'autres personnes qui connaissent un peu notre travail,
peuvent en témoigner. Ça va être en fait du relais, justement comme j'ai fait par exemple sur tout ce qui est marche au flambeau, du relais des mobilisations, et ça permet un peu de centraliser sur nos réseaux sociaux tout ce qui se passe un peu partout en France. Donc ça, voilà. Donc voilà, là on a parlé de quelque chose qui me semblait très important, en tout cas les mises en gratuité, surtout pour les HLM, les gens qui ont eu malheureusement des coupures d'électricité pour des impayés, etc. C'est super intéressant, ou même dans les hôpitaux, etc. C'est aussi très intéressant. Ensuite, alors je voulais vous parler d'autre chose, il faut que je retrouve exactement ce que je voulais dire. Alors, attendez que je retrouve le bon tweet. Vraiment vous donner en direct parce qu'on n'a pas communiqué. On t'a déjà entendu, merci. Alors oui, je fais juste une petite aparté. Ouais, c'est du grand n'importe quoi. Je suis complètement d'accord. Les manifs à Nantes, c'est particulier dans le sens où ces dernières années, Nantes, qui était une ville où, par exemple, faut savoir que Nantes, c'est très particulier au niveau des syndicats. Ils ont tendance à ne pas déclarer les manifestations. C'est un peu une tradition à Nantes. T'as le passage du gars du collectif Interhôpitaux face à Dussopt. Ouais, je voulais le passer. Je vais revenir un peu dessus après. Là, je voulais juste vous parler un petit peu, une petite aparté hors grève, etc. Mais c'est important d'en parler. Il y a une manifestation donc demain à Paris contre la loi anti-squat, donc la loi Kasbarian, à 14h sur la place de la Bastille. Et donc voilà, je vous l'affiche. Mais et ça, merci aux camarades de Youth for Climate Paris qui ont fait un petit peu un bilan de tout ce qu'il y avait dans cette loi anti-squat. Donc on peut voir l'augmentation de la répression avec des amendes beaucoup plus fortes et beaucoup plus de risques de prison. La définition de squat étendue. Ça veut dire que, par exemple, un locataire qui a des impayés peut être qualifié plus rapidement, par exemple, de squatteur, etc. Permet d'attaquer les squatteurs et les locataires qui continuent malgré une décision de justice. Donc clairement, ça veut dire encore plus de répression, que ça soit policière ou judiciaire. Empêcher le juge de suspendre la clause de résiliation du bail, c'est quelque chose qui va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est hyper important parce que à l'heure actuelle, un juge pouvait suspendre une clause de résiliation, ce qu'il ne pourra plus faire. Et du coup, la réduction, et ça c'est très important, et c'est très très grave, la réduction des délais de procédure en cas d'impayé. C'est-à-dire que par exemple, si vous ne payez plus au bout d'un certain temps votre loyer, etc., parce que vous avez eu par exemple des problèmes médicaux et que vous avez dû payer avant tout vos frais médicaux, etc., avant qu'ils vous soient remboursés par la Sécu, on peut tout simplement vous dégager si vous êtes locataire. Et ça, avant, c'était bien plus complexe. Maintenant, ça va le faciliter. Donc, cette loi anti-squat, elle est tout simplement dégueulasse. Et donc, il y a une manif demain à Paris contre celle-ci. Voilà. Alors, justement, Mano parlait d'un truc très intéressant que je vais essayer de retrouver. Alors, on parlait justement d'un infirmier qui est membre de Interurgence et qui avait fait face à Olivier Dussopt. Alors pour le retrouver, par contre, ça va être compliqué. Et après, on va parler des mobilisations étudiantes, etc. Avant d'aller sur des vidéos YouTube et tout. Alors, attendez, je vous retrouve ça. Hein, c'est parfois compliqué à retrouver. Ah, voilà. Alors... tac, je vais vous le mettre en grand. De nuit aux urgences et ma retraite. C'est vachement intéressant d'avoir justement le point de vue d'un infirmier, etc., sur tout ce qui se passe quand on connaît la crise de l'hôpital public. C'est quelque chose qui est assez important à l'heure actuelle et dont on ne parle pas assez. Et moi, je suis infirmier aux urgences. Ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à taux plein sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serai pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. À l'heure actuelle, à l'hôpital public, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à tous les niveaux. Les professionnels sont maltraités, les patients finissent par devenir maltraités aussi. Aujourd'hui,
Vous disiez tout à l'heure l'intérêt de la grève. Si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui les gens ne mourraient pas dans les brancards. Aujourd'hui, pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop. Parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Ça fait 4 ans avec le collectif Interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaire, plus de lits. À aucun moment le gouvernement n'a ouvert des lits. Et on était 1 an avant la pandémie. Ils sont totalement responsables de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. On a eu une chance extraordinaire, un mouvement médical 1 an avant une pandémie qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Juste regarder la tête d'Olivier Dussopt, c'est quelque chose de légendaire. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire, il est complètement perdu. Voilà. Il se prend la réalité en pleine face et je crois qu'il est complètement en perdition à ce moment-là. 1 an avant une pandémie qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Leur réponse a été tellement insuffisante qu'on a été dans la même panade que tous les autres pays européens, qui eux n'avaient pas eu de mouvement pour la santé. C'est vous dire s'ils n'ont pas du tout répondu à la question qu'on leur avait posée. Donc aujourd'hui, j'attends plus rien de ce gouvernement. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance, mais le but du jeu à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance, de faire en sorte que tout soit capitalisé et que tout soit privé. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez une santé privée, il n'y a pas de souci. 80% des Français n'ont pas les moyens de se payer des séjours en réanimation s'il leur arrive quelque chose. Je vous le dis tout de suite, 24 heures en réanimation, c'est plus de 2500 €. D'accord ? Donc vous calculez très vite, 2500 €, c'est même pas le salaire moyen en France. Donc oui, il faut protéger ce système-là, et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, et qui essaiera de privatiser à tout prix tout ce qu'il voit entre lui, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. L'école est dans un état lamentable. Tout à l'heure, Natacha Polony disait, est-ce que c'est une urgence, les retraites ? Mais au vu de la société qu'on est en train de laisser, mais moi, je veux dire, mais mes enfants, mais j'ai même pas envie d'avoir d'enfants quand je vois l'école que je vais lui laisser, l'hôpital que je vais lui laisser, le service de justice que je vais lui laisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse à nos enfants à l'heure actuelle ? On entend votre colère. On n'est même plus à la retraite, là. On en est à leur dire à la vie tout court. On leur laisse rien. Et effectivement, il dit que justement, et c'est super intéressant ça, c'est qu'il dit que tout ça ne se limite pas justement à la seule réforme des retraites. C'est le coût de la vie, c'est l'état à l'heure actuelle de l'éducation nationale, c'est l'état aussi de l'hôpital public, etc., de notre système de santé. Tout est pourri jusqu'à la moelle et du coup, la lutte, elle... Là, je le dis personnellement, mais la lutte, elle doit aller plus loin que la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est une abomination. Mais il faut que la lutte aille plus loin que celle-ci. Et justement, se servir de la réforme des retraites comme point de départ pour construire quelque chose de beaucoup plus gros, ça peut être super intéressant. L'animatrice qui rigole quand il dit que ça donne pas envie de faire d'enfants, elle pense qu'il fait de l'humour, mais c'est une réalité et ça montre sa déconnexion. Ben effectivement, hein, la plupart des journalistes pas la plupart des journalistes, hein, je précise la plupart des journalistes de grands médias sur toutes ces émissions, de ce type d'émissions, etc., sont complètement déconnectés des réalités. Financièrement, ils gagnent super bien leur vie, etc. Ce sont des bourgeois pour la plupart. Pour la plupart, ce sont des filles d'eux ou fils d'eux. Je pense à des gens comme Léa Salamé, etc. Ou comme Benjamin Duhamel, le fils de Nathalie Saint-Cric et d'Olivier Duhamel. Ce sont des gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, exactement, oui, Benjamin Duhamel, c'est ça. Et c'est des gens qui sont complètement déconnectés des réalités. Et du coup, les réalités, quand ils se les prennent en pleine face, ben, ça les fait ricaner parce qu'ils n'arrivent pas à y croire, en fait. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne feront pas d'enfants. Oui, mais il y a plein de raisons, parce que ça soit sur le plan social, ou même on peut parler de l'urgence climatique aussi, qui terrifie une partie des jeunes, pas forcément tous les jeunes, mais qui terrifie une partie des jeunes en se disant, mais comment on peut faire des enfants en leur laissant ce monde-là, en fait. Donc c'est des questionnements qui sont toujours intéressants. Et d'ailleurs, le débat sur la natalité, etc., en France, le taux de natalité qui est assez faible, etc., est revenu il y a quelques jours encore dans le débat public. Salut Norbies. Ouais, Duhamel, c'est ça.
qu'est-ce qu'il a trouvé à dire derrière? Salut Diable Positif. D'Usoft, il avait clairement rien à dire à part les éléments de langage qui répètent constamment, que ça soit lui, Olivier Véran, Aurore Berger, etc. J'ai 36 ans, je voulais faire des enfants vers 30 ans, j'en ferai pas. Ouais, il y a plein de gens qui sont dans cette situation. Ouais, la novlangue toujours. Ah ben c'est clair. D'ailleurs, Diable Positif, pendant que tu es là, je tenais à te remercier parce que ta vidéo sur l'anarchisme m'a énormément servi pour la création de notre vulgaire révolté sur l'anarchisme. Donc merci à toi. Et pareil, il y a Politicon aussi, dont la vidéo elle nous a pas mal servi. Bonne journée, Zippolette. Alors, du coup, on a parlé un petit peu de ça, etc. Là, je vais revenir un petit peu sur la mobilisation de la jeunesse, parce que c'est super intéressant ce qui se passe au niveau de la jeunesse, si je fais pas de conneries. Donc, on voit que depuis plus d'une semaine... Alors, salut Octogames. Sachant que la droite rime avec Cato, ce sont des principes. Pas de familles nombreuses. Ouais, mais même dans les familles très catho-tradies, il y a moins d'enfants que par le passé, pour le coup. Il y avait quelques stats qui étaient sortis il y a un certain temps, je ne pourrais pas les retrouver. Mais alors, au niveau de la mobilisation de la jeunesse, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu énormément d'AG cette semaine. Il y a eu aussi des tentatives d'occupation. Par exemple, lundi, donc il y a eu une AG à l'EHESS à Paris qui est en gros une école d'études des sciences sociales. Donc il y a eu une tentative d'occupation. Au bout de quelques minutes seulement, il y a eu l'intervention des forces de l'ordre. J'en avais parlé un petit peu avec Echarpe, etc. Sur un stream hier. Mais effectivement, tentative d'occupation, 29 interpellations par les forces de l'ordre, plus de 26 heures de garde à vue. En garde à vue, il a été refusé aux étudiants d'avoir de quoi boire, de quoi manger. Ils ont été parqués en très grand nombre dans des toutes petites pièces et plusieurs d'entre elles et eux ont dû tout simplement aller à l'hôpital parce qu'ils ont subi des violences policières. Par exemple, il y a une étudiante ou un étudiant, je ne sais plus, qui a eu les côtes cassées, etc. Une qui a été tirée violemment au niveau du bras, etc. Mais sinon, tout au long de la semaine, il y a eu des AG un petit peu partout, surtout dans les grandes villes. On ne va pas se mentir que les plus grosses AG, ça a été à Toulouse, à Marseille, à Lille, à Lyon et à Paris, où il y a eu beaucoup d'AG cette semaine aussi à Paris. En particulier à Paris 8, grosse AG à Paris 8 qui a été organisée en particulier par le Point Levé. Il y a eu, je crois, plus de 300 étudiants qui étaient présents. Et donc je vais vous montrer la vidéo de ce qu'ils ont décidé. Et après... Alors attendez, je vous mets la vidéo des étudiants de Paris 8 et après on discute justement des futures mobilisations des étudiants et des lycéens. Il y a encore quelques petits trucs à dire. Alors attendez. Tac. Salut tout le monde, moi c'est Steph et c'est Mehdi, donc on fait cette petite vidéo en compte rendu de l'Assemblée Générale de Paris 8 d'aujourd'hui qui a réuni plus de 300 étudiantes et personnels. On a voté la grève, on sera en grève mardi, mais d'ici là, lundi, on va faire une grosse journée de fac mobilisée à Paris 8 avec une interfac, donc on appelle toutes les universités à se joindre à notre interfac, on appelle toute la jeunesse à se mobiliser contre Macron et son monde, contre cette réforme des retraites dont on ne veut pas. Voilà, et du coup, juste pour compléter ce que ma camarade dit, vous voyez qu'on était en AG aujourd'hui, il y a eu des centaines de personnes, et ces centaines de personnes refusent l'avenir que nous propose le gouvernement. Ces centaines de personnes décident de relever la tête et font un appel à toute la jeunesse, mais aussi à tous les secteurs de la société, à se rassembler, à se mobiliser pour dire non, on ne veut pas crever au travail. Aujourd'hui, il y a eu des machinistes
Il y a eu des ouvriers de la RATP qui sont venus, qui nous ont dit qu'ils sont solidaires avec nous et qu'il faut qu'on construise un truc ensemble. Mais juste, moi je rappelle qu'on doit être tous ensemble, tous unis dans la rue, avec les machinistes, avec les travailleurs de l'énergie, avec les travailleurs, avec les raffineurs, avec tous les secteurs de la société pour dire non à cette réforme. Et on sera tous là jusqu'à la fin et on ira jusqu'au retrait. Donc voilà, comme vous l'avez vu, les étudiants de Paris 8 appellent à une AG interfac et interlycée ce lundi, donc 30 janvier, à 18h à Paris 8. Donc c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant de rappeler pour les personnes qui sont sur Paris, qui sont étudiants ou lycéens et qui aimeraient se rendre en AG. Il y a cette AG qui s'annonce assez importante lundi à 18h à Paris 8. Et pour revenir sur ce que disait Diable Positif, comme toujours la violence quand ça vient de l'État, ce n'est pas de la violence, ça compte pas. Effectivement, l'État a le monopole de la violence. Que l'on aime ou pas, il y a Foucault qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Donc c'est toujours intéressant de relire ce que Foucault a écrit sur le sujet. Je peux aussi que conseiller l'excellent film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui a été fait pendant le mouvement des Gilets jaunes, où il parle justement de ce monopole de la violence. D'ailleurs, je crois que le titre anglais, c'est Le monopole de la violence. Donc voilà, ensuite il y a des choses intéressantes justement au niveau des étudiants. Du coup j'ai essayé de faire un petit récap au niveau des étudiants et des lycéens de ce qui est prévu dans les prochains jours. Donc ça on en a parlé, les AG dans de nombreuses facs et dans de nombreux lycées cette semaine, effectivement. Ensuite, du coup, demain à Paris, il y a une AG interlycée de Paris et d'Île-de-France qui aura lieu pas à Paris mais à Saint-Denis. À 15h au métro Saint-Denis Université, le point de rendez-vous, et ça peut être quelque chose qui est intéressant et ils invitent même les étudiants etc. à se joindre à eux, même si c'est surtout une AG interlycée. Il y a eu un communiqué de la coordination lycéenne autonome Paris-Banlieue où justement ils parlent du fait de l'importance de faire cette AG non pas directement dans Paris mais en banlieue parce que habituellement, les lycées qui se mobilisent le plus, ce sont des lycées un peu bourgeois, ils le disent eux-mêmes, et du coup c'est intéressant d'aller aussi essayer de chercher les lycées de banlieue, etc., qui sont déjà aussi mobilisés par le passé. Merci pour la dédicace Thierry. AG à Paris 8, ça va être chaud. Ah, je vois qu'il y a des emotes qui viennent de chez David Dufresne aussi, de son émission Au Poste. Et merci en tout cas Thierry, ça fait très plaisir. Paris 8 en force. J'ai des camarades qui sont à Paris 8, etc. Donc ça fait toujours plaisir et c'est une université qui se mobilise quand même relativement souvent. Donc ensuite, il y a la fameuse AG Interfac et Interlycée de Paris et Île-de-France à l'université Paris 8, du coup à 18h lundi 30 janvier, même si je ne l'avais pas marqué, ça reste en janvier. Et du coup, effectivement, il y a une intersyndicale lycéenne qui est, je crois, la plus grosse intersyndicale lycéenne qui ait jamais existé, qui appelle au blocus de l'ensemble des lycées de France le lundi 30, mais surtout le mardi 31 janvier. Et cette intersyndicale comprend plusieurs syndicats lycéens, comme du coup le MNL, donc le Mouvement National Lycéen. Il y a aussi la Voix lycéenne, qui est le nouveau nom de l'UNL, pour ceux qui l'ont connu par le passé. Et il y a aussi du coup un collectif autonome, la coordination lycéenne autonome Paris-Banlieue, etc. Donc c'est une grosse intersyndicale lycéenne qui appelle au blocus des lycées de France lundi et mardi. Donc voilà, au niveau de la mobilisation, en tout cas des étudiants, ça s'annonce super intéressant.
Et je trouve ça personnellement super cool de voir que la jeunesse se mobilise. Et puis on sait que ça fait clairement peur à l'exécutif, que ça soit au gouvernement, mais aussi aux députés, etc. On a bien vu que la mobilisation de la jeunesse, ils n'en veulent surtout pas, ils en ont peur. Ça parle même parfois dans les off, etc., de mai 68 bis. Ils en ont vraiment peur. Alors ensuite, je voulais aller du coup sur rapport de force. Attendez, je vais juste enlever les lunettes parce que j'ai trop de buée qui se forme à cause de la cagoule. Alors du coup, effectivement, je vais aller sur le Twitter de rapport de force. Vous voyez, ce qui est très intéressant avec rapport de force, et c'est pour ça que je vous conseille d'aller les suivre, que ça soit sur Twitter, leur site internet, sur Telegram, etc., c'est qu'ils font souvent des très bons récaps, surtout en période de grève. Et du coup, moi, je vais vous lire cet article-là de rapport de force. Attendez, celui-là. Construire la grève reconductible, ça veut dire quoi ? Parce que j'ai trouvé cet article super intéressant. Je vais juste lire vos messages. Saint-Denis Université, ça va, ils sont pas trop éloignés de Paris quand même. Non, en plus, c'est vraiment pas loin de Paris, effectivement. Oui, force à la jeunesse, ça leur fout la trouille. Exactement. Et donc là, je vois par exemple qu'ils ont fait une dernière publication par rapport au décret sur l'assurance chômage. Et là, avec la fameuse baisse de 25% du temps d'indemnisation dès le 1er février pour les chômeurs. Ce qui est aussi une attaque très très grave à un acquis social comme le chômage. Et donc moi je vais vous lire cet article-là que j'avais déjà préparé. Attendez 2 secondes, je mets mute 2 secondes, je reviens, vous inquiétez pas. J'espère que vous m'entendez à nouveau. Alors, je vais sur la capture et du coup, je vais vous lire cet article-là. Je lis juste ce que vous avez marqué. Alors, force à la jeunesse, ça je l'avais déjà lu. Un truc pour éviter la buée sur les lunettes, c'est laver les verres avec du savon non agressif. Effectivement, sauf que là, je n'y ai pas pensé du tout avant le stream. Violence, casse, blocage, manif, jeunesse dans la rue, les 3 piliers qui font flipper la bourgeoisie. Effectivement, après je suis pas là ici pour faire la promotion de la casse ou du pacifisme. Je pense que là c'est mon avis personnel pour pas inclure les camarades de piquet de stream. Je pense que chacune sait ce qu'il a à faire en manifestation et qu'il faut respecter les méthodes et les tactiques de lutte de chacun. Aussi bien les personnes qui font cuire des merguez que les personnes qui chantent et dansent dans les manifs que les camarades qui ont des méthodes plus radicales. Je m'arrêterai là sur ce sujet. Il faut compter une petite heure, que ce soit par la station de métro ou par le RER. Oui, effectivement, oui. Après, ça dépend où on est dans Paris. Donc moi, je vais vous lire cet article des camarades de rapport de force qui est très intéressant, et après on ira voir quelques petites vidéos YouTube sur l'histoire de la grève, sur la grève de 95, une vidéo sur le Black Bloc aussi, justement, là on parlait un petit peu de radicalité, donc ça pourrait être intéressant d'avoir vos avis, ainsi qu'une vidéo que j'avais fait sur Peuple Révolté sur la grève, qui est une vidéo de vulgarisation et d'histoire sur la grève générale. Il nous reste 1h15 et je vous le rappelle, mais n'hésitez pas, il y a un lien qui a été épinglé par Écharpe. N'hésitez pas à faire des dons qui iront du coup à la caisse de solidarité, qui seront du coup des dons de caisse de grève partagés pour les grévistes. Donc c'est super intéressant, important surtout de soutenir les grévistes, etc. C'est pareil, hein, si par exemple mardi vous avez un piquet de grève pas loin de chez vous, que ça soit à Paris, je pense à la RATP ou même dans d'autres villes, au tram, au bus, etc.
ou à la SNCF et tout, n'hésitez pas à aller sur les piquets de grève pour soutenir les grévistes, juste leur apporter un peu de sourire, un peu de joie, discuter, débattre, c'est hyper important et ça permet de construire des bases solides pour un mouvement social. Alors, du coup, le fameux article dont je vous parle depuis tout à l'heure. Construire la grève reconductible, ça veut dire quoi ? La grève du 31 janvier est-elle trop loin ? Trop rapprochée ? Si les raffineurs, les énergéticiens et les cheminots se préparent à entrer en grève reconductible d'ici à la mi-février, ailleurs il reste à convaincre que la victoire est possible. Mais concrètement, comment construire la grève reconductible ? Ce lundi 23 janvier, dans le 18e arrondissement de Paris, une quarantaine de personnes sont réunies à l'intérieur des locaux de l'Union locale CGT. Dans la petite salle qui héberge cette assemblée générale interprofessionnelle, les retardataires peinent à trouver une chaise. Ils viennent de divers syndicats, parfois ne sont pas syndiqués. La plupart ont déjà milité ensemble lors de la précédente bataille contre la réforme des retraites en 2019, mais quelques nouvelles têtes ont fait leur apparition. Dans la perspective de la grève du 31 janvier, les structures interprofessionnelles se remettent en ordre de bataille. Il faut avoir en tête qu'autant les salariés en ont ras-le-bol, autant beaucoup de gens se demandent si on peut gagner. Or, on ne peut gagner que par la massification, dans les rues, mais aussi sur les lieux de travail, et les quartiers. Patrick, salarié de la mairie de l'arrondissement, syndiqué à la FSU. Le 19 janvier, une grève qui donne du courage. Le 19 janvier, première journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, la grève s'est étendue, y compris dans des secteurs qui y sont peu habitués. Avec 40% de grévistes dans mon établissement où la grève est très rare, c'était une journée totalement inédite, témoigne Loïc Kérivel, enseignant dans un collège privé de Châteaulin dans le Finistère et syndicaliste au SUNDEP, le syndicat sud de l'enseignement privé. Et merci pour le lien de l'article en cours de lecture. Dans le chat, c'est parfait. Alors, j'en étais où ? J'en étais là, oui. De son côté, la fédération CGT Commerce et Services s'est réjouie que pour la première fois, des salons de coiffure ont fermé, les salariés des magasins de l'habillement, de la grande distribution, de la restauration, du bricolage, de la prévention sécurité, de la logistique, des parcs de loisirs, etc. se sont fortement mobilisés en se mettant en grève. Le syndicat soulignait d'ailleurs que les aides à domicile et les assistantes maternelles qui d'habitude peinent à s'engager étaient cette fois descendues dans la rue. Autre fait notable, les manifestations ont été extrêmement fournies dans les petites et moyennes villes, signe que la contestation ne se cantonne pas à quelques bastions urbains. Des éléments encourageants mais qui ne rassurent pas complètement ceux qui pensent que seule une grève reconductible massive permettra de faire plier le gouvernement. Oui, le 19 janvier était une journée réussie. Maintenant, la question c'est comment construire une grève reconductible dans un maximum de secteurs, pas seulement ceux qui en ont l'habitude. Cela ne suffit pas pour gagner. Complète Baptiste, syndicaliste CGT à Paris et membre du réseau Salariat. Ensuite, partie très intéressante. Et merci Diable Positif, à plus tard. Passe une bonne journée. Pas de grève par procuration. Tous les secteurs ne sont pas égaux face à la grève. Pour certains où les syndicats sont forts, la reconductible apparaît comme une perspective réalisable. En attendant le 31 janvier, ils comptent donc durcir le mouvement. Les syndicats CGT de l'énergie et du pétrole ont appelé à 2 journées de grève les 26 et 27 janvier, donc hier et aujourd'hui, puis 3 jours les 6, 7 et 8 février. Cette montée en puissance pourrait ensuite déboucher sur une grève reconductible. Du côté des cheminots, la CGT et Sudrail se préparent eux aussi pour une grève reconductible à la mi-février. Je ne sais pas si je parle assez fort. Et n'hésitez pas si je parle pas assez fort. Ou si je parle trop fort aussi à me le dire. Les réglages son sont un peu compliqués. Si je parle trop fort, dites-le moi. Bon volume, un petit peu saturé. Ok, je baisse un tout. Est-ce que c'est bien là ? Dites-moi juste là si je parle comme ça, est-ce que c'est bien ? J'ai baissé un tout petit peu mon gain, donc ça devrait saturer un tout petit peu moins normalement.
Parfait. Mais sortie de ces secteurs moteurs, faire exister la grève sur la durée est loin d'être une évidence. Pour moi, l'enjeu, c'est déjà de remettre du monde en grève le 31. La reconductible, ça me semble très loin, témoigne Loïc Kérivel depuis son ancien collège privé breton. Dans l'éducation, si 2 syndicats minoritaires, la CGT et Sud Éducation, appellent à la grève reconductible dès le 31 janvier, la FSU majoritaire n'a pas franchi ce cap. Elle incite néanmoins dans un communiqué du 25 janvier à renforcer le mouvement, notamment la reconduction de grève. Pour construire la grève reconductible dans l'éducation nationale, des assemblées de secteurs rassemblant des enseignants de plusieurs établissements scolaires ont organisé des tournées pendant toute la semaine. Pas de secret pour faire grossir la grève dans sa branche, il faut se mouiller, aller rencontrer des salariés inconnus et voir à quel point le discours de la grève résonne en eux. Merci Petit Lotus, à plus tard. Grève générale, on l'espère tous. Des tournées pour construire la grève reconductible. Donc comment on peut construire cette grève reconductible? C'est là que c'est intéressant aussi. Alors, dans des couloirs tortueux de la faculté de médecine d'Amiens, Christophe Alsalé, secrétaire général de la CGT FERC-SUP, de l'université Picardie Jules Verne, et Damien Fernandez, membre du bureau du SNA-SUB-FSU Amiens, écument tous les bureaux des personnels administratifs. Lorsque la porte s'ouvre, ils tendent un tract, esquissent un sourire et tentent d'engager une conversation. Pas facile de faire exister la grève dans un coin de tête entre 2 réunions de travail. Bonjour, nous sommes syndicalistes. Pour la grève du 31 janvier, il y aura une heure d'information syndicale lundi et une assemblée générale mardi. Les interpelle Christophe Alsalé, maître de conférence en philosophie. S'il sent une ouverture, Damien Fernandez, ingénieur de recherche, tente un. Il va falloir être nombreux pour gagner. En face, rares sont les signes de ralliement francs. Les engagements s'arrêtent au sourire. Une tournée, ça paie sur le long terme. Là, on voit clairement que les salariés n'étaient pas habitués à rencontrer des syndicalistes, constate-t-il. Cette tournée n'est pas forcément représentative. Parfois, on rencontre des salariés qui ont beaucoup de choses à dire, qui nous expriment leur mal-être. Cela ne s'arrête pas aux retraites. C'est un travail nécessaire. Ça permet de ne pas se cantonner à faire des motions seuls dans nos syndicats, entre convaincus. Effectivement, le but, c'est aussi de convaincre plus largement. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on voit qu'il y a une baisse du taux de personnes syndiquées, que ce soit dans le privé et dans le public, et que du coup, ces personnes-là qui ne sont pas syndiquées, il faut réussir à les convaincre et à leur expliquer aussi comment faire grève, justement. L'interpro pour toucher les salariés isolés. Pour toucher des entreprises où il y a peu, voire pas de syndiqués, le renfort des structures interprofessionnelles, unions locales et départementales, demeure le point d'appui le plus fiable. Retour à l'ULCGT du 18e arrondissement. Dans cet arrondissement du nord de la capitale, le taux de pauvreté dépasse les 20%, et ses habitants subiront donc de plein fouet la réforme. Pour autant, la grève peine à s'installer. Dans notre quartier, 80% des salariés, c'est le commerce, rappelle Ambre, adhérente à la CGT. Or, à côté de quelques rares supermarchés, on trouve de nombreux magasins de petite taille qui, par conséquent, ne disposent pas toujours d'une implantation syndicale forte. Difficile alors de mobiliser les salariés directement sur leur lieu de travail. Il y a des points d'appui. Le premier degré, c'est un point d'appui. L'école, c'est une interprofessionnelle. Les parents d'élèves, ce sont des salariés de tous les secteurs, souligne Ambre. Un constat partagé par Élise, une enseignante du premier degré, qui indique qu'elle va organiser une réunion d'information sur la réforme à destination des parents. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important à l'école, etc. Effectivement, de discuter entre profs, par exemple, les parents, etc. Parler de la réforme et tout, et ça peut-être inciter des personnes qui, de base, ne s'intéressaient pas forcément trop à la réforme ou ne pensaient pas se mettre en grève, à le faire au final. Et c'est très important, ça. Et alors, la fin de l'article, tout un travail à relancer. Certains disent que la date du 31 était trop lointaine, mais les unions départementales viennent parfois à peine de se remettre au travail, constate Baptiste. Dans 2 unions départementales parisiennes, une des premières tâches, c'est de contacter les mandatés CGT qui ne participent pas forcément aux grèves. Continue-t-il. Délégués syndicaux,
élus au CSE, mandatés au prud'homme, ces potentielles forces vives du syndicat sont parfois les grands absents des batailles nationales. Ils ne parviennent pas forcément à mobiliser dans leur boîte. L'idée, c'est de leur proposer l'aide de l'Interpro pour faire des tournées, pour tracter. On leur demande aussi de faire des remontées des informations sur l'état de la mobilisation dans leur boîte, détaille-t-il. La mise en place de caisses de grève, elle aussi, s'anticipe. Donner pour la caisse de grève. Trop souvent, ces caisses démarrent au premier jour de grève alors qu'il faudrait les remplir avant. Très bonne chose à noter là aussi. À l'UL 18e, avant de quitter la réunion, le groupe se met d'accord. Des questions coordonnées entre militants via une boucle de messagerie, une manifestation dans les rues de l'arrondissement pour distribuer des tracts, des regroupements à l'entrée des supermarchés pour convaincre les salariés de se mettre en grève, et surtout une assemblée générale la semaine suivante, de quoi installer les efforts dans la durée et construire une grève reconductible dans un maximum de secteurs. Et voilà, cet article est fini, mais moi je le trouvais personnellement super intéressant, c'est pour ça que j'avais envie de vous le lire avant qu'on se regarde quelques vidéos. Ça peut être un peu redondant par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on entend soit dans nos syndicats, soit entre camarades, mais c'est un bon rappel à faire pour expliquer comment la grève peut devenir une grève générale illimitée, une grève reconductible. Et donc cet article, pour ça, était très intéressant, je trouve. Alors, effectivement, chose à noter aussi, c'est que les dockers, les raffineurs et les électriciens se sont pas mal mobilisés ces derniers jours. Donc là, je vais vous laisser tranquillement la vidéo et puis on se retrouve juste après, vous inquiétez pas. Alors attendez, je vous mets la vidéo. Aucun camion de carburant en circulation. Syndicats et salariés se disent prêts à tenir sur la durée. Il y a un peu tout le monde qui rejoint le mouvement qui est lancé et ça permettra après d'aller jusqu'à des choses encore plus compliquées si jamais le gouvernement s'entête dans cette nouvelle réforme. Le mot d'ordre général, ne rien s'interdire jusqu'au retrait de la réforme, baisse de production dans les centrales nucléaires, coupure volontaire ou encore gratuité pour certains clients. Ça peut être carrément de la gratuité sur le comptage de la consommation. Pour d'autres, pour des raisons techniques, pour d'autres, c'est plus un forçage en heure creuse qui permet à ce que les usagers concernés, surtout des professionnels, puissent bénéficier du tarif le plus bas. Les syndicats appellent à poursuivre les blocages ponctuels jusqu'à la journée de mobilisation nationale, le 31 janvier prochain. Alors la pub, merci YouTube, merci de ne pas avoir adblock surtout. De toute façon on va passer à la vidéo suivante. Attendez, je remets ma caméra. Donc ça c'est super intéressant, effectivement la vidéo qu'on vient de regarder sur la mobilisation des secteurs du pétrole, de l'énergie, etc. Alors je croyais que c'était interdit la gratuité comme dans des transports. Effectivement, il y a des petits problèmes de légalité. Ça n'empêche pas les grévistes de le faire parce qu'ils estiment que c'est quelque chose qui est très important et je suis complètement d'accord là-dessus. Après, il y a moins de risques effectivement que dans les transports, mais sur un plan légal, effectivement, ça reste illégal. On en parlait un petit peu tout à l'heure justement. Ensuite, vu qu'on parle de grève, on compare souvent cette grève contre la réforme des retraites à celle de 1995, contre la réforme Juppé. Et je pense que c'était intéressant aussi de revenir sur cette grève, voir ce qui s'est fait à l'époque, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et du coup, je vous mets cette petite vidéo du Parisien. Tout commence au moment où Jacques Chirac est élu président de la République, Juppé est Premier ministre, et il annonce, le 15 novembre exactement, un plan qu'on appellera plus tard le plan Juppé. 50 balles! Merci pour les 50 balles. Je suis désolé d'avoir crié, mais je sais pas, là, je viens de voir passer un don, là. Merci au camarade ou à la camarade qui vient de donner 50 balles pour la caisse de solidarité, pour les grévistes, tout simplement.
Merci beaucoup. Et très très beau don de 50 balles, mais tous les dons comptent, même 1 euro, c'est toujours ça de prix pour les grévistes. Et merci Sentier Battant. Je m'en occuperai après, là, pas pendant le stream, mais effectivement, merci à toi pour le lien. Puis ça peut servir pour les gens aussi, effectivement, qui regardent, si jamais ils veulent passer par une autre plateforme que Adblock. Merci beaucoup encore pour le don. On le dira jamais assez, mais c'est grâce à vous si cette grève va pouvoir s'installer dans la durée, tout simplement. Juppé de réforme de la Sécu, très profonde. L'objectif, c'est d'en finir avec ce trou de la Sécu qui plombe les comptes publics depuis 30 ans. Et il présente à l'Assemblée nationale, donc le 15 novembre, un plan extrêmement dur. C'est le déremboursement des médicaments, c'est la réforme de l'hôpital, avec une hausse des tarifs hospitaliers très importante. Et c'est probablement ça qui va mettre le feu aux poudres, et c'est l'alignement des régimes de retraite du public sur le privé. J'en appelle maintenant à tous les Français. Ils savent qu'il faut réformer la sécurité sociale pour assurer son avenir. Et ça déclenche immédiatement des manifestations, et 10 jours plus tard, le 24 novembre, la grève part, très dure, tout de suite. C'est la SNCF, la Poste, l'ensemble des services publics, et très rapidement, la France se retrouve complètement bloquée. Et justement, la spécificité des manifestations d'aujourd'hui, c'est qu'on y a retrouvé côte à côte des catégories professionnelles qui, d'habitude, ne se croisent guère. Dans de nombreuses métropoles, cheminots, étudiants, lycéens, électriciens et gaziers, employés de France Télécom et chômeurs ont uni leurs voix. Exactement. Toute ressemblance est fortuite. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a beaucoup de journalistes qu'on voyait dans les médias à cette époque-là qui le sont encore aujourd'hui. Pour exprimer leur mécontentement et faire entendre leurs revendications multiples. La France se retrouve complètement paralysée. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Les gens ne savent pas comment faire quand le train, le métro, plus rien ne fonctionne. Il y a des bouchons absolument monstrueux. On ne pouvait imaginer pire cauchemar pour un automobiliste parisien aujourd'hui. Ce matin, avec plus de 500 km de bouchons, la région parisienne avait battu un record. Les automobilistes ne respectent plus ni feu rouge ni priorité. Voies sur berge bloquées, accès au port saturé. Et donc les gens vont découvrir la marche à pied, le vélo, pas encore la trottinette, et surtout ils vont redécouvrir une chose qu'ils avaient un peu oubliée, c'est l'autostop. Et là se met en place un mouvement de solidarité. On va s'apercevoir que les gens se reparlent. Pour rallier son lieu de travail ou son domicile, la méthode la plus sûre, la marche à pied. Oui, ça fait du bien de marcher. Moi, je soutiens tout à fait les grévistes. L'opinion publique bascule, alors qu'on pourrait s'attendre à plutôt un ras-le-bol des gens parce qu'ils sont dans la galère. Au contraire, ils vont soutenir le mouvement. J'ai vu dans des dépôts de la SNCF, les gens venir apporter à manger aux cheminots en grève. Et d'autant que va apparaître une figure un petit peu emblématique qui va être le patron de la fédération CGT des cheminots, qui s'appelle Bernard Thibault, qui est l'homme qui va symboliser ce mouvement, et donc qui va mener ce mouvement pendant des jours et des jours, ce qu'on n'avait quasiment jamais vu en France. La grève va durer 3 semaines, entre le 24 novembre et le 15 décembre, et c'est la plus longue grève qui touche tous les services publics, et qui agrège tout un tas de secteurs qui se mettent dans ce mouvement, et notamment les étudiants. Il y a toujours un point de bascule dans un mouvement, et quand les étudiants, c'est-à-dire la jeunesse, se met dans le mouvement, ça fait très peur au gouvernement, et c'est le plus grand mouvement social depuis 68. Alors la situation se débloque parce que 2 millions de personnes dans la rue, le gouvernement Juppé qui est très impopulaire, Jacques Chirac dit on arrête tout, on replie les Gaules, on replie le plan Juppé. Et là, ce qui est très intéressant à noter, c'est que c'était vraiment un mouvement massif en 95. Mais qu'il n'était pas forcément là aussi au début. Et c'est un mouvement qui s'est massifié et qui a eu justement de plus en plus de soutien, comme on est en train de le voir là avec le mouvement actuel, qui est de plus en plus soutenu. On voit qu'il y a de plus en plus de gens, que ça soit dans n'importe quel sondage d'opinion, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont opposés à cette réforme des retraites, même parmi chez les retraités, et qu'il y a de plus en plus de gens qui soutiennent les mobilisations, voire qui sont prêts à se mobiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la construction d'un grand mouvement de grève, comme celui de 1995.
Les anciens savent. Bah alors moi, c'était mon année de naissance, donc pour le coup, pas de souvenir, mais j'ai vu pas mal de reportages, d'articles, etc. sur le sujet. Juppé est resté droit dans ses bottes, ça a bien aidé. Ah oui. Juppé, il est encore au Conseil constitutionnel à l'heure actuelle d'ailleurs, ou pas lui? Vécu, c'était le bordel. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il est au Conseil constitutionnel. Il y a Fabius aussi qui est au Conseil constitutionnel à l'heure actuelle. Ah oui, non, Juppé n'y est plus. Fabius y est, mais Juppé n'y est plus, c'est ça? De toute façon, c'est tous des copies des uns des autres, les droitards, mais bon. Ouais, allez, on se continue le reportage, et puis si vous avez des remarques, etc. Et j'aimerais bien, s'il y a des personnes là dans le chat qui veulent témoigner un peu de leur vécu de 95, si vous avez vécu cette grève, n'hésitez pas à envoyer des messages pour expliquer, pour parler de vos souvenirs, etc. Le jour où on a une grève des serveurs internet, je peux dire que ça va bouger très vite au gouvernement. Oui. Après, je pense qu'ils ont quand même des serveurs sécurisés et que même si, par exemple, il y avait des grosses grèves chez OVH, etc., ça ne les mettrait pas tant dans la peine que ça. Mais c'est possible quand même. Ah oui, donc Juppé y est encore? Membre du Conseil constitutionnel nommé par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Ok. Ben, comme ça, même moi j'ai l'info, parce que je ne savais pas s'il y était, s'il y était plus, etc. Donc merci beaucoup pour l'info, Sentier Battant. On va se continuer cette petite vidéo qui dure pas très longtemps, et puis après on va aller sur d'autres petites vidéos tout aussi intéressantes. Le gouvernement a reculé parce que 2 millions de personnes dans les rues, déjà quasiment 3 semaines de grève, on ne peut plus continuer comme ça. Et Juppé, à ce moment-là, cède. Et on retrouve, c'est là qu'on retrouve Bernard Thibault. Bernard Thibault décide de négocier avec Matignon. C'était en fin d'après-midi, un train toutes les 20 minutes sur la ligne numéro 1. La joie éclate, mais elle ne concerne qu'une extrême minorité d'usagers. 2 lignes seulement proposent des rames, timide frémissement de reprise. La France vient de sortir de 3 semaines de grève où le gouvernement Juppé a capitulé. Ce que ça a changé, ce mouvement de 95, c'est d'abord que pour la droite, ça a été un traumatisme. Donc ils vont avoir très peur de réformer. Donc les gouvernements successifs vont y aller pas à pas. Et dès qu'ils vont essayer d'engager des réformes plus importantes, ils auront toujours peur, c'est ce qu'on appelle le spectre de 95, que la France se réveille en colère. Et on le voit bien avec les retraites, où c'était déjà en question en 95. Il faut attendre aujourd'hui pour qu'on remette sur le tapis cette question des retraites et des régimes spéciaux. Dans le monde syndical, ça change quelque chose de très important, c'est que les Français, en quelque sorte, ont porté au pouvoir à la CGT Bernard Thibault, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un réformiste. Le monde syndical se fracture très nettement entre les radicaux, CSUD, Solidaire, etc., et la CFDT et la CGT. Il va y avoir une bataille sourde entre les deux syndicats pour savoir qui est le plus réformiste et qui est le premier syndicat de France. Et puis la troisième chose, c'est on s'aperçoit que 68, 95, régulièrement, il y a des grandes tempêtes sociales, et donc à chaque fois, on se demande à quand la prochaine. Et là, évidemment, on est la veille du 5 décembre, tout le monde se demande si le 5 décembre, ça ne va pas être une répétition de 95. Oui, parce qu'effectivement, j'avais oublié de le dire, mais cette vidéo donc, a été faite avant la première tentative de passage de réforme des retraites par le gouvernement à l'hiver 2019-2020. Merci aussi à Joyeux Sociologue, salut à toi, de rappeler que vous pouvez faire des dons. D'ailleurs, on a eu un magnifique don de 50 balles, encore merci à la personne. Merci à Joyeux Sociologue de rappeler que vous pouvez faire des dons pour les grévistes, tout simplement. Vous pouvez participer à la cagnotte qui sera donc partagée entre grévistes, etc. C'est mis en place par la Caisse de Solidarité, qui est une association avec laquelle le Piquet de Stream est partenaire.
Je regardais en même temps ce que Sentier Battant mettait. Donc, la rémunération des membres du Conseil constitutionnel est estimée à 13 697 € brut mensuel et celle du président à 15 039 €. Elle peut être cumulée avec une pension de retraite. Tu comprends pourquoi je lui payais encore. Surtout que lui, il a une retraite de ministre, on le rappelle. Donc, effectivement. Toujours plus de pognon dans leur poche. Le gars gagne ton salaire annuel en un mois, mais c'est exactement ça. Et en foutant rien, en foutant pas grand-chose. On va pas se mentir que le Conseil Constit ne sert pas à énormément de choses. Alors, du coup, on va se mettre la vidéo suivante. D'où vient la pratique de la grève ? Alors, tac. Réforme de la SNCF en 2010. Salut Wadaf, bienvenue sur le stream. Bienvenue sur le Picket Stream, effectivement. Et je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, etc., à faire. 18, loi El Khomri en 2016, plan Juppé en 1995, mai 68 ou encore mai-juin 1936, la France est connue pour ses grèves, ou plutôt pour ses vagues de grèves qui se répètent. Des mouvements souvent nationaux, interprofessionnels et massifs. À tel point que même si d'autres pays pratiquent la grève, nous passons souvent pour les champions en la matière. I'm English, but I live here in France. And one of the things that I never understood is the concept of les grèves. What the fuck, France? Mais alors, d'où vient la pratique de la grève en France ? Eh bien, elle a deux origines assez singulières en Europe. La première, c'est qu'en 2 siècles, nous avons construit une tradition du conflit. L'histoire des grèves en France commence par leur interdiction. En 1791, la loi Le Chapelier proscrit en effet grève et syndicats. Pourquoi ? Parce qu'à un moment où l'on parle de volonté générale, on considère qu'il ne peut y avoir de corps intermédiaire entre le citoyen et l'État. À cette époque, pourtant, les conditions de vie des ouvriers sont très difficiles. Quand on regarde la répartition des budgets d'un ouvrier au début du 19e siècle, on constate que la quasi-totalité de son salaire passe dans la nourriture, dans le logement et dans les dépenses vestimentaires. N'existe pas, ou quasiment pas, tout ce qui est bien évidemment loisir, puisqu'il n'y a ni congé ni week-end. Également les dépenses de santé et encore moins l'épargne. Le budget d'un ouvrier. C'est très intéressant ce que tu notes, Wadaf, parce que le Conseil constitutionnel fait flipper, mais c'est le seul contre-pouvoir efficace. Je suis à la fois d'accord, mais pas trop. Dans le sens où ceux qui ont fait le plus de remarques à la Macronie, etc., sur leurs lois, leurs réformes foireuses, etc., c'est surtout le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel a laissé quand même passer beaucoup de choses depuis l'élection de Macron en 2017. Ils ont laissé passer beaucoup de choses et par exemple tout ce qui est sur les pratiques policières, pratiques de la NAS, etc., c'est plus le Conseil d'État qui est revenu dessus. Pareil pour tout ce qui est surveillance globale, caméras de surveillance, utilisation d'intelligence artificielle, ce qui va encore plus se développer là dans les prochains mois avec la Coupe du Monde de rugby, puis l'année prochaine avec les Jeux Olympiques, bien sûr. Au début du 19e siècle, c'est un budget consommé, entièrement dépensé. Résultat, les ouvriers font tout de même grève pour demander de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. La répression par l'armée est brutale. Par exemple, en 1831 et 1834, les révoltes des canuts, ouvriers de la soie à Lyon, font chacune au moins 100 morts. Face à cette répression de l'État, les ouvriers commencent à s'organiser en secret. Ce monde ouvrier, ce monde militant, s'est construit sur une espèce de culture de la clandestinité pour échapper à la surveillance, pour échapper à la répression, et de culture de la lutte, parce que c'est installé une méfiance et une certaine brutalité dans les relations au patronat et à l'État. Conséquence,
Malgré la dépénalisation de la grève en 1864 et la légalisation des syndicats 20 ans plus tard, la culture du conflit s'est déjà installée. Fondée en 1895, la CGT fait ainsi de la grève le principal mode d'action pour les ouvriers. Et cela fonctionne. Entre la fin du 19e siècle et 1945, syndicats et grèves permettent par exemple d'obtenir des protections contre les accidents du travail, des augmentations de salaire ou encore la réduction du temps de travail. Deuxième explication à notre pratique de la grève, la France est un pays très centralisé. Rappelez-vous la loi Le Chapelier. Il ne doit rien y avoir entre les citoyens et l'État. C'est une philosophie encore bien vivante aujourd'hui. Parce que dans la République, ce ne sont pas les syndicats qui gouvernent, c'est le gouvernement. Et dans la République, quand il y a blocage, on donne la parole au peuple. C'est cela, la République française. Dans les pays comme le nôtre, où aujourd'hui encore, c'est l'État qui produit l'essentiel des lois sociales, des lois économiques, il est régulièrement interpellé, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, où l'État, le législateur se mêle assez peu des questions de droit social, là on a des interpellations du pouvoir politique qui sont beaucoup plus rares que chez nous. Et le patronat aussi trouve son intérêt dans ces rapports conflictuels. Au moment de la deuxième révolution industrielle, quand la grève se banalise progressivement, le patronat lui-même intègre à son fonctionnement, je dirais, l'idée du rapport de force comme pouvant effectivement engendrer ensuite de la négociation et du compromis, et il va le faire d'autant plus au fil du temps que ça lui permet, au fond, de ne rien concéder en termes de pouvoir au sein des entreprises. Le patronat français va, je dirais, se satisfaire longtemps de ce système-là. Jusqu'en 1968, par exemple, il n'y avait dans les entreprises ni délégués syndicaux, ni local pour les syndicats, ni heures d'information syndicale. Les syndicats n'avaient tout simplement pas le droit d'opérer dans l'enceinte d'une société, alors qu'en Angleterre, par exemple, c'était déjà le cas depuis l'entre-deux-guerres. Et il faut attendre 1982 et la loi Auroux pour que les négociations annuelles deviennent obligatoires dans les entreprises. Si on résume, notre pratique de la grève est un héritage 1. D'une tradition du conflit, partagée par les syndicats, l'État et le patronat, 2. D'un pouvoir très centralisé. Reste que si les mobilisations sont toujours aussi fortes, leur forme évolue. Depuis un bon quart de siècle, on voit monter en puissance de manière très forte ce que l'on appelle les débrayages, c'est-à-dire les arrêts de travail de quelques minutes ou tout au plus de quelques heures, qui sont devenus, notamment dans l'industrie par exemple, un mode revendicatif privilégié, plus fréquemment utilisé que les grèves traditionnelles de longue durée, c'est-à-dire les grèves de plus de 2 jours, qui effectivement, celles-ci, sont plutôt en diminution, mais elles ont été remplacées par d'autres formes de mobilisation. D'autres formes de mobilisation, comme par exemple la grève en pointillé, lancée à la SNCF en avril 2018. Et voilà pour cette vidéo du Monde qui est plutôt bien faite en soi. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce type de vidéo qui nous parle un petit peu de l'histoire de la grève en France, par exemple. Et on pourra y revenir un petit peu plus tard, si vous voulez, si on a le temps, avec la vidéo qu'on avait fait de notre côté à Peuple Révolté sur la grève générale, son histoire, de la vulgarisation, etc. Je lis juste que Wada Family, c'est vrai ce que tu dis, sur ce dernier mandat, c'est plus le Conseil d'État. Sur le premier quinquennat, les députés et l'REM étaient encore en stage et balançaient des trucs vraiment inconstitutionnels, malgré leur majorité. Pardon. Attends, je vois plus le message. Ah, c'est bon. Malgré leur majorité absolue à l'Assemblée, mais laissons ça là et regardons cette chouette vidéo sur les grèves. Mais là encore, le Conseil constitutionnel, c'est vrai qu'ils ont retoqué pas mal de trucs au début du premier mandat de Macron. Mais on va dire que depuis fin 2018, c'est surtout le Conseil d'État qui a fait pas mal de remontrances à l'État.
retraités délivrés vers le salaire à vie. Chaîne YouTube de Common Hope. Merci pour la vidéo Sentier Battant, mais peut-être qu'on la regardera pendant le prochain stream qui sera normalement, si je me trompe pas, dimanche matin. Parce que là j'ai encore 2 vidéos à mettre pour le coup, mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de parler de toutes ces questions-là, de salaire à vie, etc. Le stream qui est prévu dimanche matin sera plus concentré sur l'anarchisme, et on regardera plein de contenus autour de l'anarchisme, etc. Que ça soit qu'on a produit avec Peuple Révolté, que ça soit la vidéo par exemple de Diable Positif qui était là tout à l'heure, des vidéos de Politicon, etc. sur différentes figures de l'anarchisme comme Bakounine, Kropotkin, etc. Ça va être assez intéressant de pouvoir parler d'anarchisme un petit peu aussi. Du coup, je vais passer à la vidéo que vous avez peut-être déjà vue, qui peut être intéressante. Alors là, pour le coup, vous êtes perçu comme... C'est une vidéo de Combini. Donc attention, Combini, c'est toujours un petit peu particulier, on va dire, comme média. Mais cette vidéo, elle est intéressante. C'est un journaliste qui a écrit un bouquin sur la pratique du Black Bloc, qui est face à quelqu'un qui se revendique comme participant à des Black Blocs. Parce qu'on ne parle pas de Black Bloc, on ne dit pas un Black Bloc pour qualifier un manifestant qui est dans le Black Bloc. C'est un manifestant qui prend part à un Black Bloc. Et cette vidéo peut être assez intéressante, elle dure 13 minutes, je vais vous laisser un peu avec. Et puis si vous avez des remontées, etc. à faire, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, que ça soit sur la radicalité, sur le pacifisme, etc. L'important c'est qu'on débatte dans le respect de chacun, tout simplement. Et je vous lance la vidéo. Comme des vandales en fait. La violence dont on juge, je la trouve légitime, mais parce que je l'utilise pas comme tout. Nous on a des objectifs en termes de casse qui sont clairs. Je suis militant depuis maintenant 6 ans. Depuis la loi travail, j'ai participé plusieurs fois de manière systématique au bloc, ce qu'on appelle le Black Bloc, en tant que ce qu'on pourrait appeler un casseur. On va dire que j'ai entre 20 et 23 ans. Moi aussi je dis les Black Blocs par commodité, mais en fait c'est pas les individus qui le composent, c'est un mode opératoire, une pratique en fait de manifestation très offensive ou très violente qui est née en Allemagne, pour résumer, dans les années 80, pour empêcher les expulsions de squatteurs. Ça s'est répandu en France vraiment massivement pendant la loi de travail. On ne peut pas dire qu'il y a une idéologie précise dans le bloc. Actuellement, on peut avoir des communistes, des anarchistes, des gens qui vont se dire maoïstes, stalinistes ou même situationnistes si on va là-dedans. Le bloc, c'est juste un mode d'action, c'est pas un parti. En France, il est de gauche. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi eu des blocs d'extrême droite à quelques endroits en Europe et même en France. En fait, le point commun, c'est quand même l'anticapitalisme. Ouais. En 2016, j'étais très jeune, c'est le lycée, c'est les premières manifs loi travail. Grosso modo, je me suis fait agresser par la police, d'une manière très très violente à l'époque. Je me suis fait ruer de coups alors... Et salut Silaoza, on regarde cette petite interview croisée entre un journaliste et quelqu'un qui dit participer à des Black Blocs. Et avant, on a regardé quelques petites vidéos sur la grève, son histoire et tout, sur la grève de 95, sur l'histoire de la grève en France. Et si on a le temps, on se regardera une dernière vidéo que j'avais produite pour Peuple Révolté sur l'histoire de la grève générale et une petite vulgarisation de celle-ci. Bon, la vidéo est pas folle, mais elle peut toujours vous apporter des infos. Et là, on se regarde cette petite vidéo sur le bloc et n'hésitez pas à tout simplement débattre dans les commentaires en restant effectivement dans le respect de chacun et de chacune par rapport à vos positions concernant le bloc. Que j'avais les mains en l'air, je savais pas ce qui m'arrivait, je savais même pas pourquoi j'étais là en vrai. Quand je suis rentré chez moi en fait, j'ai eu la rage. Elle m'a consumé pendant un moment, jusqu'au moment où je me suis dit que j'allais retourner en manif en fait, et que cette fois-ci je me laisserais pas faire. Ça vient d'une colère contre la police ? À la base, ouais. Au tout début, quand j'arrive dans le truc, je suis pas communiste. On peut venir individuellement dans le bloc avec sa cagoule, son masque de ski et son kawaii noir et jeter des choses sur la police. Maintenant, si on veut réellement s'organiser en tant que gens du bloc pour mettre en échec la police avec des moyens qui nécessitent d'être à plusieurs,
Ouais, c'est un milieu compliqué à intégrer. Et en fait, ce ne sont qu'à de rares occasions que ce milieu s'ouvre, en fait. Quand on est dans le bloc, on n'est pas un individu. On est un groupe avant tout. Il y a tout un fantasme autour du bloc. Je me suis aperçu que les médias me racontaient un nombre de conneries et d'inepties, mais invraisemblables. Ils imaginent une organisation verticale, un chef secret. Déjà, ils confondent Black Bloc et casseur. Le casseur, il profite, en fait. Il a par opportunité, parce qu'ils y pendant une manif, il va y avoir du désordre. Donc, je vais pouvoir en profiter pour piller, pour défouler, casser du flic. Le bloc, c'est tout à fait différent. Ce sont des militants politiques qui ont un mode très radical de manifestation qui vise les symboles du capitalisme. Alors il peut y avoir des dérapages parfois. Mais... Dedans, t'as des gens qui vont être là pour casser des banques, d'autres qui vont être là pour protéger ceux qui cassent les banques, d'autres qui vont être là pour plutôt attaquer la police, et d'autres qui vont être là en soutien logistique, qui vont aider à ouvrir la voie pour qu'on puisse partir. Ça va être aussi les gens qui vont détruire tous les pavés au sol pour approvisionner par exemple les gens en projectiles. Et il y a aussi des gens, en fait, qui dans le bloc ne font rien d'illégal. La violence, pour moi, ouais, elle est importante. Je suis pas un monstre, ça je le sais. J'éprouve des sentiments de toute façon. Quand on se bat avec la police, qu'on veut la mettre en échec, mon objectif, c'est pas de tuer des policiers. Jamais de ma vie, je voudrais tuer des policiers. Parce que pour moi, ça reste des gens qui subissent aussi le système que nous, on veut détruire. C'est pour beaucoup des prolétaires. Et la violence, ok, elle est importante, mais en fait, la violence... Tout est une question de comment on la jauge. Qui parle de violence quand on se fait réveiller par les huissiers parce que nos parents ils ont pas payé leur loyer? Ça c'est la violence que moi j'ai vécue. Et pour moi du coup, caillasser des policiers, caillasser des vitrines, c'est pas de la violence. Pour la grande majorité des gens que j'ai pu rencontrer, il n'y a pas de tueur sanguinaire. La violence dont on juge, je la trouve légitime mais parce que je l'utilise pas contre tout. Moi demain je vais jamais aller raser l'épicier du coin, ni un hôpital. Nous on a des objectifs en termes de casse qui sont clairs, les multinationales, les grandes banques, les assureurs. Enfin en fait on n'est pas là pour péter un abribus. Si on pète un abribus, c'est parce que c'est JCDecaux qui les fabrique, que c'est un géant de la pub qui a des dispositifs anti-pauvres pour pas qu'ils dorment dedans. Et ça c'est honteux. Évidemment que j'ai eu des dilemmes moraux et que en vrai, même si je trouve que la violence dont on use est légitime, on évolue dans un milieu violent. Ça m'est arrivé de faire des cauchemars le soir, parce que j'ai subi des violences, mais aussi parce que j'en ai commises certaines. J'ai jamais eu peur de tuer parce que je sais me contrôler. Et je sais ce que je fais quand je le fais. Mais j'ai vu des choses qui m'ont fait mal malgré tout. Le 14 juin 2016, ce jour-là, on déborde la police réellement. Et je me souviens qu'à un moment, il y avait un policier, un CRS par terre. Mais pas parce qu'il était blessé ou quoi que ce soit. Parce qu'il était en crise d'angoisse. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que il y avait aussi des humains en face. Sponsorisé par The North Face et Kawaii, et sponsorisé par Decathlon aussi, on le rappelle. Et que même si on les combat et qu'on veut les mettre en échec, encore une fois, je veux pas les tuer. Et on veut pas les tuer. On évite de prendre son téléphone portable, évidemment, parce que ça peut être retracé, il y a l'IMSI Catcher qui peut récupérer nos numéros de téléphone et les croiser, puis avoir accès à nos conversations. Un jean plutôt noir, des chaussures noires, puis après, le fameux kawaii noir, puis moi je sais que je préfère être léger, quoi. J'ai des gants, des lunettes de piscine et un masque très léger pour les gaz lacrymogènes, toujours une cagoule sur moi, et puis voilà. Après, il y a des gens qui vont ramener des gros masques à gaz, ce que la police pourrait appeler comme des armes par destination, mais qui sont globalement des marteaux et des burins pour dépaver les rues. En tout cas, on n'a jamais attaqué des flics avec des marteaux et des burins, faut le savoir. En fait, dans le bloc, il y a une sorte de chose qui se crée pendant l'action. C'est-à-dire que la personne à côté de moi, je l'ai jamais vue, je la reverrai peut-être jamais, mais je lui fais confiance comme mon frère. Forcément, c'est impressionnant et c'est fait pour ça. Hein. Ça fait un truc un peu politico-militaire, s'habiller en noir. Alors, la raison, c'est s'anonymiser, mais c'est aussi, ça fait un apparat impressionnant. La force du bloc, en fait, c'est l'imprévisibilité, c'est l'agilité par rapport au CRS. Il est lourd en équipement, je veux dire, il est puissant, mais il est lourd. Le bloc, il est très mouvant, très agile, c'est souvent des très jeunes. Il y a des crétins, il y a des débiles, vous savez pas qui est là. Donc il y a aussi une frange qui relève plus du hooliganisme qu'autre chose. Ce qu'on appelle les totos, un peu dans le jargon. Et ce qui fout la trouille en tant qu'observateur, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire. En 2016, c'était plus organisé. C'est impressionnant comment la presse, enfin les journalistes, etc., détestent les autonomes. On n'apparaissait pas dès le début de la manif,
Juste on se rassemblait à l'avant de la manif petit à petit, puis d'un coup, il y avait un truc qui faisait que tout le monde se changeait, on faisait ce qu'on avait à faire, puis on disparaissait. Et pour moi, le bloc, en fait, il a été un peu pourri depuis quelques années par certaines franges. Sans dire que les gilets jaunes sont ceux qui ont pourri le bloc, évidemment que non. En 2016, 2017, et avant les gilets jaunes, il n'y avait pas de caméra dans le bloc. Maintenant, tu passes dans un bloc, il y a 50 téléphones levés en train de faire un Facebook Live. La pire des poucaves, c'est eux-mêmes en fait. Les gilets jaunes, ça a ramené des vrais casseurs, ce qu'on entendait par le terme casseur, des gens qui vont pas être là par objectif politique, mais par opportunité. Mais en vrai de vrai, dans le bloc, la plupart des gens sont des militants. Il y a une différence entre nous qui avons un objectif politique et qui on fait pas ça par plaisir. Moi, encore une fois, j'en ai fait des cauchemars dans ma vie à cause de tout ça. Je me pose des questions, j'ai du mal à dormir des fois le soir quand je rentre de manif en me disant putain ça se trouve demain à 6h ou dans une semaine à 6h, je vais me faire soulever. Tu t'es déjà fait arrêter? Jamais. Et j'espère que ça durera encore très longtemps. Mais c'est une peur permanente ça. Un quelconque politicien de droite, en fait, qui va venir à la télé pour dire qu'on est des gens violents, qu'on est des gens dangereux, etc. Bah en fait, moi je m'en fous. Moi c'est mon ennemi lui aussi. Moi politiquement, cette personne, je veux qu'elle perde. On a gagné face à l'extrême droite dans les manifs. On les a virés. À Paris, on les a virés. À Lyon, ils ont été virés. À Lille, ils ont été virés. Partout, ils ont été virés. En fait, personne ne sait ce qu'on fait. Personne ne sait pourquoi on le fait. Et je sais que ça paraît bizarre, ça paraît hors sol ce que je vais dire. Hein. Mais moi, je le fais pour le bien commun. Je pense faire le bien, en fait. Ok, d'accord, ma modalité, elle est violente. Mais mon objectif, c'est qu'il y ait, en fait, plus d'oppression et plus d'égalité. La question, c'est est-ce que c'est efficace ou pas? Quand c'est Mélenchon, quand c'est le PS, quand c'est quand même le camp de gauche, parce qu'il n'y a pas que la droite qui vous critique. Est-ce que c'est pas gênant? Il y aura toujours des gens qui nous aiment pas dans ces franges, mais en réalité, on est extrêmement soutenus par ces gens-là, moralement. Ils nous donnent pas d'oseille, ils nous aident pas à rentrer en manif, ils nous aident à rien. Mais il y a beaucoup de gens, malgré tout, qui comprennent pourquoi on le fait, mais que juste, en fait, oui, c'est difficile à assumer de dire qu'on comprend les Black Blocs. Demain, imaginez Mélenchon, il va sur un plateau télé et dit que ouais, les gens du Black Bloc, ils ont raison de casser ça parce que c'est le capitalisme. Non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça en France. Et aussi parce qu'encore une fois, nous, juste, on n'a jamais eu la tribune pour expliquer pourquoi on faisait ça. Notre seule tribune, c'est la rue. Évidemment qu'il y a toujours des dérapages, mais en fait, de tous les côtés, il y aura des dérapages, parce que les flics aussi ils dérapent. Au tout début, j'avais une haine envers la police qui était irrationnelle. Mais évidemment que des fois, il y a des dérapages. Mais comme la police pourra répondre, ah oui, mais quand nous, on est caillassés pendant 3 heures, c'est normal qu'on dérape. Je sais très bien que c'est pas en cassant la banque de BNP Paribas en bas de chez moi que je vais renverser le capitalisme. Évidemment que non. C'est une contestation. En fait, encore une fois, faut pas voir le bloc comme une guérilla urbaine qui a pour but de faire la révolution. Aucune révolution ne débouchera d'une manif entre nations et républiques. Non, en fait, nous, ce qu'on fait dans le bloc... J'adore cette phrase, par contre. Il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais aucune révolution ne débouchera d'une manif entre nations et républiques. Cette phrase, je trouve que c'est une masterclass. C'est notre tribune. Vous êtes perçus comme des vandales, en fait. Ouais, je sais. Mettez un Franprix sous prétexte que c'est la grande distribution, je trouve ça quand même un peu limite, parce qu'on va surtout faire chier les gens qui font leurs courses dans le quartier. Mais disons que c'est une casse ciblée, ça n'a rien à voir avec du vandalisme, mais le discours médiatique, le récit médiatique, et ce que retiennent les gens, c'est pas que vous êtes anticapitaliste, c'est que vous cassez tout, pour casser tout. Vous voulez juste le chaos. Du coup, c'est pas efficace, en fait, votre message, il n'est pas entendu. Bah, la preuve que non. Parce que pendant les Gilets jaunes, le pouvoir, il a tremblé, en vrai. Je dis pas qu'on allait renverser Macron, ça, je sais très bien que c'est faux. Mais le 1er décembre 2018, on a vu des policiers abandonner tout ce qu'ils avaient par peur. Globalement, on avait gagné. Après, le truc, c'est qu'encore une fois, il y a encore l'histoire de l'étape suivante. Mais l'étape suivante, à mes yeux, personne n'est prêt pour ça. C'est quoi l'étape suivante? Bah, c'est la lutte armée. C'est évoqué, mais personne ne prend ça au sérieux. Aujourd'hui, en France, à quel moment on va pouvoir mener une lutte armée? Mais toi, tu pourrais? Moi? Non. Si un jour je devais prendre les armes, ce serait pas contre la police ou l'État français actuellement, parce que ça sert à rien.
Si demain je dois aller prendre les armes, j'irai au Kurdistan et je combattrai Daesh. Le système de répression français, il est devenu beaucoup trop sophistiqué face à nous. En 2016, pour les grosses manifs, on avait 600 policiers. 600 policiers, c'était un chiffre impressionnant. Aujourd'hui, on va mobiliser 4000, 5000 policiers, plusieurs camions à eau, des blindés de la gendarmerie. Le système répressif fait que il faut qu'on se calme et qu'on se concentre sur d'autres luttes. Parce qu'il y a plein d'autres choses. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas fait de blog depuis presque 2 ans. Parce que, à mes yeux, ça n'a pas d'intérêt. Il faut arrêter. Donc je vais me concentrer sur d'autres choses. Je vais me concentrer sur l'éducation populaire. Je vais dans mon quartier, je vais aller essayer d'aider des jeunes. Je vais aussi combattre les réformes sociales de Macron, en fait, en dehors de ça, par la grève. La force du bloc, au départ, et c'est là que ça marchait en 2016, c'est l'imprévisibilité et la surprise. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus de surprise. Ils sont tous en tête, machin, ils sont facilement repérables. Et ce que dit Louis, quand même, sur la répression, elle est absolument terrible et très dangereuse. Et je vais le dire franchement, les braves, donc brigade de répression d'action violente, hein, c'est les anciens voltigeurs, donc c'est des types à moto avec des bâtons là, qui peuvent faire très mal. C'est super. Les voltigeurs qui avaient disparu après le meurtre de Malik Oussekine, tout simplement. Et je trouve là, pour revenir un peu sur la vidéo, qu'il y a des choses intéressantes qui sont dites, que l'on soit d'accord avec certains points ou non. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes sur est-ce que le bloc reste une stratégie pertinente à l'heure actuelle, sur les questions autour de la lutte armée, etc. Je trouve que cette vidéo est assez intéressante et après chacun et chacune se fera son propre avis. Et si vous voulez encore en parler dans les commentaires du stream, n'hésitez pas. Je fais aussi un petit rappel, s'il y a quelqu'un qui veut mettre le lien, mais n'hésitez pas à faire des dons pour soutenir les grévistes. C'est super important là aussi. Pour soutenir les grévistes et pour aider à construire une possible grève générale illimitée. On va bien voir ce qui se passera à la suite du 31, etc. Mais c'est des choses qui vont être très intéressantes à suivre dans tous les cas, que ça soit au niveau des transports, au niveau des étudiants, etc. Voilà, je reprends et puis après on aura peut-être le temps de regarder une dernière vidéo et puis on passera la main. Regardez la série Oussekine de Antoine Chevrolier sur Disney+, elle est pas mal du tout. Oui, effectivement, pour l'avoir vue, elle est vraiment pas mal. Chaque voltigeur qui cogne, c'est une tentative d'homicide avec préméditation en bande organisée. Il y en a certains, c'est vraiment des dangers publics, même pratiquement tous. Moi, je vais vous donner une petite anecdote par rapport aux voltigeurs. C'était une manifestation, alors qu'avec Peuple Révolté, on a participé à la co-organisation d'une manif alors c'est septembre 2019, qui était une grande manif de convergence des luttes, fin du monde, fin du mois, même combat. Avec à la fois des syndicats comme Solidaire dans la Coorga, il y avait Cerveau Non Disponible, il y avait Youth for Climate, Alternativa, Greenpeace, etc. Donc il y a à la fois des pacifiques, à la fois des groupes un peu plus radicaux, etc. Et en arrivant à Place de la Madeleine, le matin où il y avait vraiment le premier rendez-vous, j'avais un casque presse. Ils ne l'ont pas pris. Par contre, j'avais un masque à gaz. Je me demande ce qui est le plus dangereux entre un casque et un masque à gaz. Et ils m'ont pris juste les cartouches de mon masque à gaz. C'était en mode, vas-y, étouffe-toi dans la manif. Parce qu'ils avaient clairement prévu de gazer. Dès le matin, Place de la Madeleine, la Brave, ils avaient déjà toutes les grenades de désencerclement et les lacrymos prêtes à être utilisées. Alors que c'était un rassemblement qui se voulait plus petit que celui qui était prévu, et qui a eu lieu d'ailleurs l'après-midi au Jardin du Luxembourg. Voilà, je vais juste... de toute façon, cette vidéo-là, après, il se dit rien de plus. En soi, c'est juste un bilan à la fin. Et je vais juste aller, du coup, sur la vidéo qu'on avait fait sur Peuple Révolté, sur la grève générale. Elle dure 12 minutes, donc je pense qu'on va avoir le temps de se la regarder. Alors, la qualité est pas folle.
C'est une vidéo dont je suis pas c'est pas la vidéo dont je suis le plus fier, mais je pense qu'elle peut être sympa pour apprendre quelques petits trucs, surtout sur la partie histoire de la grève générale. Bienvenue dans ce second épisode de Vulga Révolté. Nous allons vous parler de la grève générale, un type de grève bien particulier, souvent très fort en termes de symbolique et même de résultats obtenus. Qu'est-ce que la grève générale? Avant de définir le concept de grève générale, il nous faut d'abord définir ce qu'est une grève. Selon le Larousse, la grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles dont l'employeur a connaissance. Le Robert, quant à lui, définit la grève comme la cessation volontaire et collective du travail décidée par des salariés ou un groupe professionnel dans un but revendicatif. Amélioration des conditions de travail, protestation contre les licenciements, etc. Selon les contributeurs de Wikipédia, la grève est depuis le 19e siècle une action collective consistant en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle ou par extension de toute autre personne productive, souvent à l'initiative de syndicats. Cette action vise à appuyer des revendications des salariés en faisant pression sur les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur, chef d'entreprise ou patron, par la perte de production et par conséquent de revenus que la cessation de travail entraîne. Il s'agit d'une épreuve de force. Le gréviste n'est pas rémunéré alors que l'entreprise ne produit plus et perd de l'argent. Si aujourd'hui nous nous intéressons à la grève dite générale, il en existe bien d'autres types, comme la grève bouchon, la grève sauvage, la grève avec occupation, la grève surprise, la grève tournante ou la grève politique, etc. Maintenant que nous avons défini ce qu'est une grève, nous pouvons définir ce qu'est une grève générale. Selon le site toupi.org, une grève générale est une grève suivie par la grande majorité des travailleurs d'un pays autour des mêmes revendications principales. Selon les contributeurs de Wikipédia, la grève générale est une grève interprofessionnelle touchant en principe tous les travailleurs dans un pays. N'étant jamais complète, l'expression a ensuite signifié une grève interprofessionnelle nationale de grande ampleur, voire très étendue au seul niveau d'une région ou d'une ville. Naissance de la grève générale. La grève générale puise son origine dans les milieux syndicalistes. Et là, du coup, on va revenir sur un petit historique de l'histoire de la grève générale. La première partie, c'est celle dont personnellement, je le dis avec du recul, etc., je suis le moins fier parce que c'est vraiment très... je trouve trop austère, etc., pas assez rythmé. Et je trouve que la deuxième partie est un peu plus intéressante sur l'histoire de la grève générale à travers le monde et en France aussi. Révolutionnaires, anarchistes, socialistes et marxistes, en particulier en France à la fin du 19e siècle. À la base, le concept de grève générale vient s'opposer totalement au système capitaliste via la cessation totale de toute forme de production et du travail. Comme nous avons pu le voir dans l'épisode précédent de Vulga Révolté sur l'anarchisme, celle-ci s'additionne souvent à l'action directe prônée par les anarchistes et anarcho-syndicalistes. C'est à la fin des années 1880 que le concept de grève générale prend principalement forme. L'anarchiste français Joseph Tortelier en est l'un des principaux penseurs. Il dira « Ce n'est que par la grève universelle que l'ouvrier créera une société nouvelle dans laquelle on ne trouvera plus de tyrans. » Les premières grèves générales font leur apparition de manière symbolique chaque 1er mai à partir de 1890 en réponse aux événements du 4 mai 1886 à Haymarket Square à Chicago où des anarchistes avaient été condamnés à mort suite à l'explosion d'une bombe et d'une fusillade avec la police dans le contexte d'une grève débutée le 1er mai. Le concept de grève générale est ensuite développé par l'anarchiste et syndicaliste révolutionnaire Fernand Pelloutier, qui fut d'abord militant du Parti ouvrier puis secrétaire général de la Fédération des bourses du travail à partir de 1895, mais aussi par son ami Aristide Briand, socialiste, qui fut de nombreuses fois ministre par la suite, étant aussi à l'initiative de la loi sur la séparation des églises et de l'État, codifiant la laïcité en France en 1905. Ensemble, ils rédigent la brochure de la Révolution par la grève générale. En 1901, en Espagne, le libertaire Francisco Ferrer lance le journal La Huelga Générale pour promouvoir le syndicalisme révolutionnaire. Le philosophe et sociologue Georges Sorel, adepte du syndicalisme révolutionnaire ayant introduit la pensée marxiste en France, fait la propagande de la grève générale en 1906 dans son texte Réflexions sur la violence. En 1906, la Confédération Générale du Travail, fondée en 1895, adopte la charte d'Amiens, qui prône la grève générale comme fondement du mouvement ouvrier. Le syndicalisme prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action Yo la CGT la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Les grèves générales marquantes.
Nous allons désormais revenir sur quelques grèves générales qui ont pu marquer l'histoire via une liste chronologique et non exhaustive. Le 3 janvier 1905, une grève débute à Saint-Pétersbourg en Russie dans une usine, suite au licenciement de 4 employés en décembre 1904. Celle-ci ayant pour principale revendication la journée de travail de 8 heures prend de l'ampleur et se généralise au sein de diverses manufactures de la ville, en comptant jusqu'à 26 000 grévistes à la fin de la journée du 4 janvier. C'est suite à ces événements que débute la première révolution russe. En août 1917, une grève générale a lieu en Espagne à l'appel des socialistes de l'Union Générale des Travailleurs, l'UGT, et du Parti Socialiste Ouvrier, soutenu par endroits par les anarcho-syndicalistes de la Confédération Nationale du Travail, la CNT. Celle-ci prend place dans le contexte de la crise espagnole de 1917. Selon les chiffres officiels, cette grève a fait 71 morts et 156 blessés, et il y a eu 2000 arrestations. Celle-ci a pris fin après la répression aux alentours du 18 août. Le 3 mai 1926, au Royaume-Uni, une grève générale débute pour s'opposer à la volonté patronale de baisser les salaires des mineurs, après que les négociations entre les syndicats, les patrons et le gouvernement aient échoué. En seulement quelques jours, plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses sont en grève. Le pays est totalement paralysé des transports à l'électricité, en passant par les mines ou la presse. Même les syndicats furent surpris de l'ampleur de la grève qu'ils imaginaient bien plus progressive. Ainsi, le TUC, l'Union des syndicats, fut particulièrement réticente en essayant de limiter la mobilisation dans un premier temps. La grève prit fin le 12 mai 1926, le conseil du TUC abandonnant la lutte. Cette décision fut vécue comme une trahison par les travailleuses et travailleurs, et certaines cellules de grève, en particulier au sein des mines, résistèrent pendant des mois. Ça, c'est super intéressant. Yo, G1QI2CRS. Compliqué le pseudo. Ça, c'est super intéressant pour le coup, cette grève en Angleterre, dans le sens où, malgré que les syndicats aient abandonné, entre guillemets, la lutte, la base, elle, l'a continué par la suite avec l'absence des syndicats, mais a continué de lutter pendant plusieurs semaines et plusieurs mois après que les syndicats se soient retirés. Furent ensuite interdits de reprendre le travail. Ceux qui n'avaient pas été renvoyés devaient travailler plus longtemps pour des salaires plus faibles. En mai et juin 1936, les grèves s'enchaînent en France dans de très nombreux secteurs d'activité. Le gouvernement du Front Populaire, une coalition de gauche, des forces socialistes, communistes, antifascistes et radicales à peine élues, fait face à un mouvement revendicatif sans précédent dans une France faisant face aux dures retombées de la crise de 1929. Début mai 1936, les travailleurs et travailleuses se mettent en grève. Beaucoup occupent leurs usines et lieux de travail pour immobiliser les machines et empêcher les patrons d'employer du personnel de remplacement. Ces grèves sont souvent considérées comme des grèves de joie, car très pacifiques et ne subissant pas la répression. Plus de 2 millions de personnes se mobilisent durant les grèves. Celles-ci permettront d'obtenir 15 jours de congés payés, mais aussi une augmentation des salaires et une baisse du temps de travail à 40 heures par semaine. Les 25 et 26 février 1941, une grève générale a lieu aux Pays-Bas contre la déportation des Juifs par l'occupant nazi. Ainsi, le 26 février, plus de 300 000 personnes manifestent à Amsterdam. Les jours suivants, la répression se fait bien plus forte pour empêcher toute forme de manifestation. C'est l'un des principaux actes de résistance antifasciste contre les nazis aux Pays-Bas. En mai 1968, un mouvement de grève a lieu en France. C'est le plus gros mouvement social du XXe siècle dans le pays. Le mouvement débute en réalité le 22 mars à la fac de Nanterre pour exiger la libération d'étudiants opposés à la guerre du Vietnam. Le 3 mai, la fac de la Sorbonne est occupée par entre 150 et 400 étudiants qui sont ensuite évacués par les forces de l'ordre. Certains sont interpellés. Le soir même, de violents affrontements ont lieu entre les étudiants réclamant la libération de leurs camarades et la police. 574 personnes sont interpellées, dont le dirigeant de l'UNEF, le syndicat étudiant majoritaire, mais aussi des figures du militantisme étudiant parisien. Au total, ce sont 279 étudiants et 202 policiers qui sont blessés ce jour-là. Le 6 mai, des manifestations violentes ont lieu. Des pavés sont lancés ou servent à l'installation de barricades. 442 personnes sont interpellées. Les étudiants sont alors soutenus par les syndicats d'enseignants et le Parti communiste marxiste-léniniste de France. Le Parti communiste français hésite d'abord avant d'appeler les ouvriers à se joindre au mouvement, et la direction de la CGT, réticente, ne soutient pas le mouvement, contrairement à sa base militante qui rejoint elle aussi celui-ci. Dans la nuit du 11 au 12 mai, étudiants et lycéens montent des barricades dans le quartier latin qu'ils occupent. L'assaut des forces de l'ordre contre cette occupation nécessite la présence de plus de 6000 policiers de 2h à 5h30 du matin. Cette nuit-là, plus d'une centaine de voitures sont détériorées et dont une soixantaine incendiées. Des centaines de personnes sont blessées. 469 personnes sont interpellées. C'est la célèbre nuit des barricades
barricades. Le 11 mai, Georges Pompidou, alors Premier ministre, cède aux revendications des syndicats étudiants et enseignants alors que le mouvement gagne de l'ampleur dans les grandes villes françaises. Le 12 mai, la CGT lance un appel à la grève générale pour le lendemain après que le personnel de l'ORTF se soit insurgé contre la censure d'images de violences policières. L'appel de la CGT est suivi par les étudiants, les enseignants, la CFDT ou encore Force ouvrière. Les violences policières des jours précédents ont donc été la clé de la convergence entre ouvriers et étudiants le 13 mai avec entre 200 000 et 1 million de manifestants à Paris et un total de 1 million de personnes mobilisées sur une trentaine d'autres villes. La grève générale prend ensuite forme entre le 14 et le 24 mai avec de très nombreux secteurs d'activité ne tournant plus. Le théâtre de l'Odéon à Paris devient alors un symbole de lutte où débattent artistes, comédiens, techniciens, ouvriers et étudiants jour et nuit. Le 27 mai, des accords sont signés entre les syndicats, le patronat et le pouvoir en place. Ce sont les accords de Grenelle qui proposent une augmentation du salaire minimum de 35%. Alors il y a Wadaf qui dit les policiers n'avaient pas les mêmes moyens de coercition à l'époque non plus. C'est sûr qu'ils étaient beaucoup moins bien équipés, etc. Moins bien organisés. On rappelle que les CRS c'est né du coup dans les années 40, etc. C'était encore assez récent. Ils n'avaient pas eu tant d'actions à mener. Donc c'est vrai qu'ils étaient très perdus, surtout face aux mobilisations étudiantes, etc. Et que l'organe de répression qu'est la police nationale s'est énormément entre guillemets professionnalisé au fil du temps. Surtout sur la question du maintien de l'ordre et en fait à chaque mouvement social il développe des nouvelles tactiques d'interpellation, il y a de nouveaux types d'armes, etc. qui sont utilisés pour la répression. Et on va dire aussi qu'il ne faut pas oublier que les banlieues et les quartiers populaires leur servent aussi de zone de test aussi de ces nouvelles tactiques, etc., de maintien de l'ordre. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de violence en général lorsqu'il y a de la répression de mouvements en banlieue ou dans les quartiers populaires. C'est vraiment là où les forces de l'ordre testent des choses. Il y a aussi certaines villes comme Toulouse ou Nantes où on sait qu'il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits en termes de répression par les forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie, etc. Ou encore le paiement des jours de grève à 50%. Cependant, la base militante rejette les accords en étant dubitative. Le 29 mai, le général de Gaulle se retire en Allemagne, hésitant alors à quitter le pouvoir. Le lendemain, avec Georges Pompidou, il dissout l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. Les syndicats décident alors de quitter définitivement le mouvement, considérant avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient, abandonnant leur base qui subira une répression encore plus forte de la part des CRS, mais aussi la peur d'un massacre, l'armée convergeant vers Paris. Les grèves sont stoppées les unes après les autres. L'Odéon et la Sorbonne sont évacués les 14 et 16 juin. Certaines figures du mouvement subissent une répression judiciaire forte et des grévistes sont licenciés. Le 24 octobre 1975 a lieu une importante grève générale féministe pour l'égalité homme-femme en Islande. 90% des femmes du pays se mobilisèrent ce jour-là. 25 000 femmes sur les 225 000 habitants du pays à cette époque manifestent dans Reykjavik, la capitale. Suite à cette grève, une loi sur l'égalité homme-femme fut promulguée l'année suivante, même si son application fut plus nuancée dans les faits. De octobre à décembre 1995, un grand mouvement de grève a lieu en France contre une réforme des retraites et de la sécurité sociale appelée Plan Juppé, du nom du Premier ministre d'un Jacques Chirac à peine élu président, comprenant un allongement de la durée de cotisation, l'accroissement des frais médicaux ou encore l'imposition des allocations familiales. Lors de cette grève, près de 2 millions de personnes ont manifesté dans la rue et la mobilisation fut importante dans divers secteurs allant des transports publics à la poste, en passant par l'éducation nationale, la téléphonie ou la santé. Malheureusement, cette grève n'a pas abouti sur de réelles victoires syndicales lors du rapport de force, puisque le gouvernement réformera par la suite la sécurité sociale par ordonnance. Cette grève fut considérée par la suite comme un affaiblissement du syndicalisme en France, avec une grande perte de radicalité. La grève générale de nos jours. À l'heure actuelle, la grève générale est toujours vue comme l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir ou conserver des droits ou des acquis sociaux, en particulier au sein des milieux révolutionnaires. Les milieux syndicalistes sont quant à eux en général plus réticents à la grève générale que par le passé, en particulier du
côté des centrales syndicales, la base y étant moins réticente. On trouve des exemples de grève générale récemment en Inde en 2020 et 2021 avec 250 millions de manifestants, ce qui en fait le mouvement social le plus suivi de l'histoire de l'humanité. En 2017 en Guyane, du 13 février au 7 septembre 2012 au Québec avec la plus grande grève étudiante de l'histoire de la province canadienne, mais aussi chaque 1er mai de manière symbolique dans de nombreux pays dans le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Vulgaire. Et voilà. On a regardé un petit peu tout ce qu'on voulait regarder. Moi, je vais peut-être, avant de passer la main dans quelques minutes, je ne sais pas si les personnes qui sont après moi sont prêtes. N'hésitez pas à le dire ou à venir sur le Discord si c'est le cas en vocal. Alors, attendez. Je vais y arriver. Voilà, du coup, moi, je vais vous faire un petit rappel là, des mobilisations des prochains jours, très rapidement. Donc, je vais juste rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, qu'au niveau de la mobilisation de la jeunesse, et je vous invite, même si vous n'êtes pas, par exemple, lycéen ou lycéenne, à aller soutenir les blocus lundi et mardi matin. C'est super important parce qu'il y a souvent beaucoup de répression sur les blocus de lycée. Donc, c'est vrai que s'il peut y avoir un petit peu de personnes qui viennent en soutien aux lycéens et lycéennes, c'est hyper important. Il y a les AG aussi, alors surtout à Paris, parce que là il y avait des AG un peu partout en France cette semaine, mais surtout à Paris, là demain il y a une AG interlycée de Paris et Île-de-France qui a lieu à 15h avec un rendez-vous au métro Saint-Denis Université. Ainsi qu'une AG interfac et interlycée de Paris et d'Île-de-France qui aura lieu lundi à 18h, donc à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi de noter. Sinon, pour les manifestations, nous, sur Peuple Révolté, on publiera très bientôt une liste non exhaustive des manifestations qui sont prévus mardi prochain, donc le 31. En attendant, si vous voulez savoir où manifester près de chez vous le mardi prochain, n'hésitez pas à aller par exemple sur le site de la CGT, vous tapez sur Google CGT carte des mobilisations. Normalement, c'est le premier lien qui apparaît et vous aurez une carte des mobilisations et vous pourrez trouver facilement les mobilisations près de chez vous, les horaires, les lieux, etc. Donc ça, c'est hyper important. Par contre, à Paris, on peut déjà dire qu'à Paris, le rendez-vous de mardi prochain, donc du 31, ça sera à 14h, place d'Italie. Donc voilà, autrement, gros soutien aux grévistes dans leur ensemble. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens et la capacité, à vous mettre en grève tout simplement mardi prochain déjà, dans un premier temps. N'hésitez pas à parler aussi autour de vous, à vos cercles familiaux, amicaux, etc., ou au travail de la grève, si vous le pouvez, tout simplement. C'est quelque chose qui est hyper important. Il y a aussi des petits visuels qui sont disponibles sur les sites de la CGT, de Solidaire, etc., pour savoir comment se mettre en grève quand on est dans le privé, par exemple. Parce que, par exemple, dans le public, souvent les gens savent comment faire grève. Dans le privé, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est quelque chose que je voulais rappeler aussi. Malheureusement, là, j'ai pas le visuel sous la main. Mais en tout cas, soyez présents devant les lycées, dans les manifestations si vous le pouvez. Si vous n'en avez pas les moyens financiers d'aller en manif ou si au niveau de la santé c'est pas possible, etc., c'est pas grave, ne vous en voulez surtout pas. Ne serait-ce que partager les publications, que ça soit de Peuple Révolté, mais je peux en citer plein d'autres, que ça soit de la CGT, de Cerveau Non Disponible, de Contre-Attaque, partager les streams du piquet de stream, etc., peut permettre déjà de faire grossir le mouvement, parce que de nos jours, les réseaux sociaux, c'est super important dans la construction de mouvements sociaux. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, qui est un mouvement qui est parti vraiment de Facebook, etc., à la base. Et merci pour le raid, le Baron Salière. Merci pour le raid, tout le monde. Salut les raiders. Merci pour le soutien, le Baron Salière. Et du coup, moi, je vais bientôt laisser la main. Je ne sais pas si la personne qui est après moi est prête. Donc voilà, là, j'ai fait un petit peu
pas de sous mais soutien. Il n'y a pas besoin d'avoir des sous, hein. Vous pouvez donner si vous en avez les moyens. Allez surtout pas vous mettre dans la merde financièrement. Le soutien déjà moral, il compte énormément pour les grévistes, pour les manifestants, etc. Si jamais vous pouvez faire un don, n'hésitez pas. Je sais pas s'il y a un modo ou quoi qui peut remettre le lien pour faire des dons. En tout cas, encore merci à la personne qui a fait un don de 50 € tout à l'heure. C'est vraiment super. Ces dons-là donc vont dans la caisse de solidarité. Qui vient d'une association qui a été créée entre autres par la CGT Infocom et Sud-Post 92, mais l'argent récolté ne va pas que à la CGT Infocom et à Sud-Post 92. Ensuite, les grévistes ont les possibilités de faire des demandes et tout. Salut. Tac, je suis là pour la relève. Ok. Attends, je vérifie. Tu veux lancer tout de suite ou tu veux qu'on attende 16h pile? Comme tu veux. Comme tu veux, écoute. Vraiment. Renvoie la balle. Ouais, je renvoie la balle. Si c'est bon pour toi, je peux couper là et tu lances ensuite. Je fais le décompte. C'est comme tu préfères. Tac. Vas-y, finis peut-être ta phrase, je t'avais interrompu. Non, mais de toute façon, je me suis pas mal répété là, mais c'est surtout sur les prochaines mobilisations, de soutenir les grévistes et les manifestants. Si vous pouvez aller en manifestation ou faire grève, faites-le. Si jamais vous pouvez donner pour les caisses de grève, et en particulier là, sur Picket Stream, pour la caisse de solidarité, faites-le. Et sinon, on se retrouve très bientôt, et puis je vais laisser ma place. Yes. Attends, je fais le décompte et puis tu pourras lancer juste après, je pense. Ça Alors, marche. 3, 2, 1,